Bien, s'il vous plaît, Pia de Piazza, be piacere, saluto a tutti. Ribiemo i nostri lavori in cui presentazione di un rapporto di una commissione che è commissione ad hoc a nanta politica linguistica della nostra collettività. Raminta di chi abbiamo la capacità onde a nostra assemblea di bue proge rapporti tematici a nanta parecchi soggetti per iniziare a riflessione e fare proposte di no. Abbiamo deciso di no in 2021 di fare rapporti d'orientazione proposti di orte per il Presidente dell'Esecutivo in particolare e dirà una nuova maniera di lavorare e di un destovilo che per la questione linguistica abbiamo deciso di fare un rapporto d'orientazione una prima volta in novembre 2022 nella politica linguistica che è stato già presentato e poi dopo c'è stato di nuovo parecchi lavori, parecchie consultazioni e c'è stato di nuovo un rapporto presentato il 26 aprile 2024. In standardura che è stata creata una commissione ad hoc a Nanta a lingua corsa il 26 giugno scorso. I lavori di questa commissione si sono fatti a tutto il lungo dell'annata, dopo i 6 mesi, dopo tutta l'annata, a fine dell'annata 2025. C'è stato un diagnostico chiaro che è stato fatto dal Presidente della Commissione, Romain Colonna, con i commissari, e 2 assi principali sono stati messi in prospettiva. Prima, riconoscenza giuridica di questa lingua, ma di nuovo a pratica generalizzata di questa lingua perché la si campa come tutte le lingue nel mondo. Ecco, a sapere che la preservazione della nostra lingua è un impegno maggiore per noi, un scopo maggiore, uno di, se non è fondamentale, mi pare, un pilastro fondamentale della nostra identità. E dunque di a noi qui di faccio che l'ugiore per salvarla, ma non solo salvarla, ma farla parlare soprattutto. Ecco, andiamo subito a parola al Presidente della Commissione che ci ha da fare un resoconto di questo lavoro che è stato rimesso ufficialmente, che deve essere rimesso oggi ufficialmente, c'è già stata una presentazione. D'altronde al Presidente dell'Esecutivo. Ecco, Presidente della Commissione, Romain Colonna, avete la parola. Grazie, signora Presidente, per le vostre parole. Ne approfitto per ringraziarvi subito per il vostro sostegno sino in trattamento della Commissione. Vorrei, con la vostra permissione, rammentare appena il principio di questa commissione, la metodologia di lavoro e le principali conclusioni dei nostri lavori in commissione di suo rapporto e così dopo l'Assemblea avrà a dibattere e applicare una posizione spero maggioritaria e unanime di per le nostre conclusioni. Dicendo subito che questo rapporto non è mica una fine, manca appena, non è né un principio perché ci sono stati parecchi affari sono stati fatti in aula, se non è né una fine né un principio, è un rapporto di una tappa importante a livello qualitativo e quantitativo e ne abbiamo 2 parole, ma ciò che noi proponiamo è a Ursula, che è stata nostra sino di marcare in modo importante un salto qualitativo a livello di pianificazione linguistica, di nostra percezione che noi possiamo avere dell'azione pubblica e di proporre la lingua corsa come un servizio pubblico
ao popolo e ai violi di Corsica. Vorrei, signora Presidente, a che punto so commosso e fiero di parlare da parte dell'Assemblea di Corsica perché mi si pare, e a nome della Commissione, mi si pare che qui, con il lavoro che abbiamo fatto, la metodologia messa in ballo, abbiamo un vero lavoro parlamentario fatto dalle nostre istituzioni. C'è stato il Presidente dell'Esecutivo, Gilles Simeoni, in carica di cartolare lingua corsa, che qualche mese fa, non voglio mica traisce le sue parole, ma ha detto che lui andrà più in furia e più lontano, non ha a competenza in lingua corsa e propone qualcosa di rinnovato a livello di lingua corsa. Il Presidente dell'Esecutivo ha domandato alla nostra Assemblea di pure riflettere e fare un po' di proposte. La domanda che è stata passata dall'Esecutivo al nostro Parlamento, alla nostra Assemblea, si è articolata in giro a 3 punti principali. Il primo punto di dispone per l'Esecutivo di un piano generale di politica linguistica, di pianificazione linguistica con un po' di obiettivi, una coerenza d'insieme, un po' di azioni scritti in un tempo, primo oggettivo. Il secondo oggettivo, da pagare questa pianificazione linguistica con una riflessione in giro al sistema educativo e in particolare in giro alla nozione di immersione. E terzo oggettivo, d'anticipare per la nostra Commissione la legge organica e a sua parte dedicata alla lingua corsa, dunque una parte più giuridica e più parlamentare in un senso di discussione a bene. Il Presidente esecutivo, perché di qualche sia penso da sei esigente, per facilitare il nostro lavoro, ha detto che dispone di suo documento il più presto possibile, in mese a bene, non sa quindi la nata, dunque di dicembre di 2025. Signore Presidente, in reattività a questa domanda avete proposto alla nostra Assemblea per via di una deliberazione la creazione di una commissione ad hoc non a politica linguistica di accolitività di Corsica. Questa creazione è stata fatta di luglio 2025 e ha avuto l'onore di essere eletto presidente di quella commissione. Abbiamo principiato, voglio rammentare quantunque all'insieme dell'Assemblea, lo sbucinamento di un calendario, abbiamo principiato i nostri lavori di luglio di 2025. C'è stata tagliatura normale da agosto, abbiamo ripiato i nostri lavori giusto dopo la rientrata e abbiamo finito il nostro ciclo di audizione di dicembre e cominciato la reazione di un rapporto. Ben a dire che abbiamo lavorato 4 o 5 mesi e quello è dunque il principio e lo sbucinamento di un nostro lavoro. C'è voluto in grande commissione arrestare una metodologia di lavoro. Abbiamo, e voglio insistere non a questo punto perché è un punto di primura, la possibilità che l'energia che c'è o che c'era in grande commissione in giro alla lingua, e mi sono avviso a sapere già di poi un po' di anni, ma questa commissione ci ha dato conferma che punto la lingua corsa è un oggetto appassionante e appassionato e che scatena tutte le passioni possibili. Dunque c'era assai energia e passione in quella commissione e a tempo c'era assai competenze perché in giugno a chi è professore, a chi è praticato, a chi è capi associo, a chi è inserito nella società linguistica, dunque c'era di nuovo materia per fare qualcosa in grande commissione. Abbiamo deciso, e io in particolare e con la commissione in modo generale, non funziona mica in grande solo la commissione, ma di volta non a terreno, dopo il lavoro che era stato fatto da Presidente Muriel Lefagni, da Presidente Nadine Nivagioni qualche mese fa, e abbiamo volta non a terreno e siamo andati a bere tutta la gente possibile in 4 mesi che ho citato, che si poteva scontrare, che ci poteva portare qualcosa non a cartolare di lingua. Mi vorrei, a nome della Commissione, scusare appresso tutti quelli che non siamo mica
possuti scontrare. Anche stamani ho ricevuto messaggi di gente che mi dicevano grazie per il rapporto, è un bel rapporto, ci sarebbe piaciuto di poter scambiare anche di più o di poter scambiare. Mi voglio scusare a nome della Commissione. Sulle mancanze di quel rapporto, così a Igawa per metterli subito da ganto, non siamo mica in 4 mesi possuti scontrare e bere tutta la gente primorosa della lingua, direi impossibile. Dunque ci sono campi, parte di un nostro popolo, della nostra società, che si meritano di sicuro e che sgoppano da mano a serra in giro a lingua, che non sono mica stati consultati, ma l'energia collettiva c'è e ci sarà sempre, posto che sul rapporto, a ripeto, torna una volta un nemico una fine, c'è questa possibilità e ne sarà due parole nella governanza di sicuro di fare un giro più completo di a nostra gente e di tutti quelli che si vogliono a pro di lingua. Buria quantunque a suo microfono ringraziare il collettivo Femmula Campà, ringraziare il presidente Pasquale Ottavi, ringraziare il rettore Rémi François Paolini e i servizi accademici, ringraziare a Stella Belloni, direttrice di Acciuccia Lingua, ringraziare Uganopé per la sua accolta, il suo direttore Marc-Antoine Mari, ringraziare l'Università di Corsica, il suo presidente Domenico Federici e qui c'è il suo rappresentante qui Francesco Maria Luneschi, vicepresidente dell'Università in carica di lingua. Caro Gio Luneschi, di un segno importante a vostra presenza, mi ne rallegro e vi ringrazio di seguire a nome dell'Università. Voglio ringraziare il collettivo Parlemmo Corso e il suo presidente Migueleccia, l'associo tutti gli associ, ma in particolare Pratica Lingua Corti, Jacqueline Bosseur-Acquavi, il suo presidente. Ringraziare di nuovo Ciucciadia Territoriale, la sua direttrice Manon Vanucchi e i suoi servizi. Voglio ringraziare Pratica Lingua di Ostia e il Gio Paul Turchi Duriani, il suo presidente. Ringraziare tutta la federazione di Scuola Corsa e il suo presidente. Ringraziare tutti gli insegnanti di Scuola Corsa di Ostia. Ringraziare il Giomere di Ostia, Pier Savelli, Matteo Lacava, incaricata di lingua corsa, aggiunta incaricata di lingua corsa, Romano Giorgi, per i servizi della città di Ostia. A casa di a lingua di Ostia, ringraziare di nuovo tutti i nostri colleghi universitari e voglio pensare in particolare a Marina Ronca dell'Università di Corsica, Riccardo Murra dell'Università di Sassari in Sardegna e ringraziare di nuovo i servizi che siamo potuti avere di lingua corsa. Mi permetterete, oggi presidente esecutivo di Valla, i servizi di lingua corsa Maria, Domenica, Cesari, in particolare Madama Sargentini e Monsieur Denis Luciani, incaricato di relazione con la Sardegna. Mi pianto qui, ci saranno assai altre persone da ringraziare che di un lavoro collettivo e pigliaremo veramente il tempo di continuare le nostre consultazioni sotto la forma di una commissione, spero di una struttura nuova. Ne vengo ai principali insegnamenti di suo rapporto e all'organizzazione di suo rapporto. Gio presidente di esecutivo, signora presidente dell'Assemblea di Corsica, c'era la possibilità di andare direttamente verso un'ipochidazione, dall'istinare un'ipochidazione a pro di lingua corsa. Abbiamo fatto la scelta collettiva attraverso la Commissione di fare una prima parte importante, equilibrata con la seconda parte, per di parecchi affari. Prima, a che punto la nostra Assemblea considerava la lingua corsa come un bene comune, un bene collettivo e come qualcosa di assai importante per il nostro popolo, con una primura maggiore. Abbiamo vissuto in questa prima parte, ripeto, assunta, dunque di a che punto la lingua corsa era una componente essenziale dell'identità di un popolo corso. Abbiamo vissuto di nuovo palesare tutta la dinamica istituzionale e associativa di un popolo corso in giro a lingua corsa, perché non vogliamo mica a nome della Commissione che la gente possa pensare, come è stata
troppo ugasu, sinawa, che a collettività, la soci, a gente, non era né premurosa di lingua corsa che non faceva mica pa lingua corsa. Voglio qui a nome della Commissione a che punto la collettività face pa lingua corsa, a che punto la soci facciano pa lingua corsa, a che punto i media facciano pa lingua corsa, a che punto l'istituzione facciano pa lingua corsa, ma ci siamo visti che c'era una mancanza quantunque di visibilità generale in giro ai principali puntelli di una politica linguistica. E molto di noi rammentare perché è importante che la nostra istituzione pigliesse coscienza e qui mi dirizzo ai più anziani di questa istituzione qui, che la nostra istituzione pigliesse coscienza che di poi la sua creazione e in particolare di poi il voto di 1981, a che punto la nostra istituzione in modo regolare, che la sia dritta, che la sia manca o che la sia i nazionalisti, la nostra istituzione ha sempre votato a pro della lingua corsa, di un insegnamento generalizzato e obbligatorio per la lingua corsa, di un statuto d'ufficialità e ha sempre votato a pro della lingua corsa in tutte le discussioni che abbiamo potuto portare e più alte discussioni che abbiamo potuto portare con i differenti governi francesi di poi a 40 anni. Mi si pare importante di il, voglio rammentare qui, signora Presidente, permettetemi di ringraziare i vostri servizi, una domenica fatta di un segretariato generale, in particolare uso Sergio Tomi, per uso appoggio alla Commissione e ai nostri lavori che per voi siete di gore distinto ringraziati. Con M. Tom in particolare abbiamo potuto almanacare tutto ciò che era stato fatto dalla nostra Assemblea in termini di produzione e di voti e considerare il suo lavoro veramente come una stampa viva di il lavoro di tutte le eletti che sono stati innanzi a noi, di eletti d'oggi e spero di creare una dinamica per le eletti di domani. E molto di noi in questa prima parte che a lingua corsa, malgrado l'impegno di istituzioni, malgrado l'impegno di la soci, malgrado l'impegno di media, malgrado l'impegno di tutti quelli che battono a pro della lingua corsa, firmava una lingua per ripiare le parole dell'UNESCO, secondo la sua classifica, in pericolo, e una lingua minacciata attraverso parecchi punti che noi vogliamo pigliare in conto. E dunque, malgrado tutto il lavoro che era stato fatto, ci toccava per rispondere alla domanda del Presidente del Consiglio esecutivo, a mettere in ballo una politica rinnovata e una dinamica nuova di petto alla lingua corsa. Abbiamo voluto riflettere con la Commissione attraverso due temporalità importanti, quella della nostra mandatura, ben a dire i 2 anni a poco presso, che fermano di possibilità per agire non la lingua direttamente e riflettere non una temporalità più lunga dicendo che i nostri lavori e ciò che avremmo da mettere in ballo per i mesi e l'annata bene, avremmo da continuare dopo la nostra Commissione, dopo la nostra Assemblea, per mettere in ballo strutture pubbliche, strutture istituzionali, strutture forti portate dalla collettività di Corsica a lungo andare. Sono queste due temporalità che noi vi proponiamo di portare a riflessione. Abbiamo voluto in questa seconda parte palesare e determinare proprio ciò che fa i puntelli di una politica linguistica in termini di oggettivi, di mezzi, di calendario e di valutazione. Un punto maggiore che noi proponiamo è una governanza rinnovata attraverso e ha fatto l'unanimità di quelli che hanno partecipato ai nostri lavori di commissione a creazione, so che lo si ne parla di poi un pezzo, a creazione di un ufficio pubblico di a lingua corsa. La creazione di un ufficio di a lingua corsa si chiamerà forse altrimenti, pochi impremo un nome, so che abbiamo ritenuto, è uno scambio che abbiamo avuto con l'insieme di gente che mancava un logo che abbiamo chiamato in un rapporto federatore, un logo democratico, un logo di scambio, di contrasto, di legittimità per adunare a gente. E qui c'è una mancanza in termini di politiche pubbliche a pro della lingua corsa, di su logo che ci manca. Noi ciò che noi vogliamo, a nome della Commissione, di creazione, ciò che noi proponiamo, di creazione di un logo di democrazia linguistica che possa
ad unire tutta la gente che sopprimurose battono a pro di lingua corsa. Sul luogo qui di governanza rinnovata, potrà pigliare, se voi ne siete da consente, se l'esecutivo ne da consento, potrà pigliare un po' di decisioni, di misure e fare un po' di proposte in termini di politiche linguistiche. Domandiamo per accompagnare questa governanza nuova, di nuovo un rinforzo della direzione, e figuro più direttamente i servizi in carica della lingua corsa, un rinforzo della direzione della lingua corsa, perché una politica di lingua ha bisogno di mezzi finanziari, budgetari e mezzi umani e risorse materiali di noi. Non possiamo mica fissare, palesare un po' di obiettivi ambiziosi per mantenere e sviluppare la nostra lingua senza trasferire un po' di mezzi. Dunque, qui di un punto e abbiamo la coscienza di noi che in situazione di restrizioni budgetarie cioè fare scelte e chi si scelte qui sono complicate, ma noi so che noi diciamo, qua sei modestia, diciamo che qui trattiamo di l'oggetto, il puntello più importante della nostra identità collettiva e che noi potremmo sviluppare tutti i campi della società, se non perdiamo l'esse di un nostro popolo avremo perso tutto. Diciamo al di là di suo luogo di governanza nuova, di l'ufficio, al di là di un rinforzo della direzione della lingua. Abbiamo con la Commissione palesato 7 puntelli importanti di politica linguistica che danno una coerenza generale a una politica della lingua. Io voglio citare quantunque senza farne un censo dell'insieme di azione. Primo punto, dà accesso alla lingua e può utilizzarla qualsiasi i campi sociali. Siamo partiti da un principio fondamentale in politica linguistica che dice che la lingua è dappertutto nella società, tanto una politica linguistica deve toccare l'insieme dei campi sociali. 1. Avere accesso alla lingua e poter utilizzarla. 2. Questione di bilinguismo e di plurilinguismo e di traduzione. Importante. Terzo punto, terzo pilastro della politica linguistica che noi proponiamo, equipamento della lingua. Abbiamo bisogno veramente di equipare la lingua e di coordinare l'equipamento della lingua. Quarto punto, accrescere la rappresentazione positiva di questa lingua. Ci tocca a mettere in ballo un po' di misure per far capire, mostrare e convincere la gente l'importanza del nostro popolo della lingua e i benefici della lingua corsa. Seiesimo punto, i convenzionamenti. Abbiamo scontrato assai associ, assai gente, assai strutture come il Ganopè, per un detto, che hanno una convenzione con la collettività, ma spesso queste convenzioni non sono mica valutate, non sono mica pluriannuali e non sono mica coordinate. So che noi proponiamo di veramente una politica di coordinazione, di un convenzionamento pluriannuale, perché partiamo, io Presidente dell'Esecutivo, da un principio che la collettività di Corsica non tocca mica a fare tutto, una mica vocazione a assumere l'insieme dell'equipamento della lingua, l'insieme della politica della lingua. Invece, intanto che capivilla di quella politica deve essere in capacità della nostra collettività di mettere la gente in giratola e di sparte il lavoro tra l'università, il Ganopè, l'accademia, la soci, eccetera, eccetera, per dare una coerenza generale. Ho saltato un punto, il cinquesimo, internazionalizzare la problematica della lingua corsa. Diciamo che la lingua corsa non è mica sola, nella sua problematica di rito e di produzione, non deve fermare sola e la lingua corsa e la sua gente hanno due scale diciamo, di intervenzione e di solidarietà. Una prima scala si può fare a livello francese con tutti quelli che spartono, conoscono una primura importante in giro le lingue minorate. Voglio salutare qui il Presidente M. Berry della Comunità Europea d'Alsace che ha organizzato un colloquio in giro le lingue minorate in Francia, ci ha partecipato a nome della Commissione, siamo stati accolti veramente in Alsace benissimo dal Presidente Berry, lui ha salutato e dice che ci ha continuato la nostra collaborazione con l'insieme di quelli che spartono le nostre primure.
Di che questa collaborazione deve essere di nuovo allargata a livello europeo. E per questo che abbiamo voluto a livello di Commissione avere una collaborazione, una prima collaborazione stretta con la Sardegna. E fiducio forse più particolarmente o Gio Acquaviva, che è premuroso, che la SIP a livello di trasporto e di relazioni internazionali. Noi in quattro di Commissione abbiamo lavorato in un nostro campo di intervenzione benedì a lingua, a cultura e l'identità. Abbiamo avuto veramente con i servizi di collettività, con la signora Ronca e con il signore Mura, una prospettiva tremenda di collaborazione con la Sardegna che ci ha allargato, che ci ha concretizzato e che ci ha allargato a altri territori, ma se noi potessimo rinforzare e sviluppare veramente la nostra relazione con la Sardegna e in particolare con la Gallura, scusatemi, sarà veramente un'avanzata maggiore per la nostra collettività. Finisco il 7° punto di politica linguistica, controllare e valutare la politica della lingua. È stata, e so che è una primura che è spartuta in altri anche, è molto che come tutte le politiche pubbliche, soprattutto quando li sono ingaggiati i soldi pubblici di corsi, ci toccava mettere una istanza di controllo e di valutazione, non ci potevano mica essere politiche linguistiche pubbliche senza controllo, e questo che rafforza oggi Presidente a futura struttura che noi proponiamo in giro all'ufficio della lingua e alla direzione della lingua in uso rinforzo. In 6 punti che ha palizzato Buria finisce in due primure, due domande altre domandate dal Presidente del Consiglio esecutivo, quella di una riflessione nel sistema educativo. Voglio salutare qui tutto l'impegno di la Soci e salutare di noi la convenzione che abbiamo cifrato con lo Stato e con il Rettore, dicendo che c'è una voglia di generalizzazione di l'immersivo come puntello importante, ma di noi, oggi Presidente, che odia l'immersione non è mica securizzata. E ci tocca sviluppare a tutti i parti, perché vogliamo che l'immersione sia proposta all'insieme di titoli di corsica e a generalizzazione di un sistema vicino, ma sottopone i mezzi di noi, sottopone ad avere una riflessione precisa, non riflessione, non un concetto di immersione, sottopone i mezzi e sottopone un'epoca di cambiamento. I cambiamenti sono stati fatti e potremmo salutare qui l'impegno di l'Associo e la Federazione Scuola Corsa, l'impegno di un rettore che attraverso la convenzione c'è veramente un salto quantitativo e qualitativo, ma possiamo andare più lontano e non rivengo mica in tale precisione in un rapporto non all'immersione, ma da ritenere che noi abbiamo di l'immersione un puntello di un sistema educativo e che noi mandiamo anche un trasferimento di un sistema educativo per poter giusto appunto securizzare un nostro sistema educativo a pro di tutti i titoli di Corsica. Che noi vogliamo assicurare di un punto che è risortito, un punto nero, budigoso di noi, di rompitura da Acciucciadia e all'università in un quattro iniziamento. Noi vogliamo insistere dicendo che un sistema educativo a pro di un'educazione bislingua immersiva deve integrare di modo continuo a Ciucciadia sino all'università, passando per il primo grado e il secondo grado. Tutti i nostri interlocutori hanno palesato e rompitura che noi vogliamo sciogliere, in un senso che noi vogliamo un sistema uguale e continuo per l'insieme di agenti. E questo suppone di noi di garantisce un reclutamento a lungo andare di insegnamenti a pro di un linguismo immersivo. Finisco con l'ultimo punto di nostra riflessione, che era quello di anticipare le nostre discussioni oggi Presidente e le nostre discussioni nel quadro parlamentario francese per il dibattito a modifica della Costituzione francese da integrare a Corsica, l'autonomia di Corsica e la sua parte linguistica e a conseguenza la legge organica. Abbiamo detto con la Commissione che ci voleva in modo senza tremolare, come non l'abbiamo mai fatto in assemblea, ricusare tutti i rinculi giuridici che battiano contro la lingua corsa e uso. Che ci voleva definisce le condizioni di un statuto ufficiale, di un statuto di ufficialità per la lingua corsa nel quadro della futura legge organica. Su statuto deve pigliare due cose in conto.
deve pigliare il diritto dei cittadini e dicendo qui un diritto manco più al popolo corso, ma diritto ai cittadini corsi di un diritto di parlare, di acquistare, di spargere, di sviluppare, di trasmettere qualsiasi situazione sociale di un diritto di un cittadino corso che oggi è ricusato. Noi ciò che noi proponiamo in quattro di legge organica è di assicurare a pro di un popolo corso sui diritti di cittadinanza rinnovata. Ben a di noi rivendicare competenza educativa e di noi abbiamo messo in un rapporto paragonarci in Corsica e paragonare i statuti di Francia che hanno detto i due vicini che sono a Spagna e l'Italia diremo che in Spagna e in Italia non sono mica le stesse situazioni, ma ci sono parecchi statuti che mettono a pro l'ufficialità di lingue. A conclusione di suo rapporto, signor Presidente, signora Presidente dell'Assemblea, e di abbiamo pigliato coscienza veramente che suo rapporto torna una volta un nemico una vine di un principio, di una tappa importante di pianificazione linguistica, di lavoro parlamentare e dicendo che ci ne siamo visti in la Commissione di un lavoro che va al di là della lingua e che mette, spero, in prospettiva un nostro popolo in tutti i casi, la nostra bussola permanente in questa Commissione è stata di lavorare meglio che noi possiamo a pro di violi di Corsica e a pro di un nostro popolo. Spero che la nostra istituzione, il nostro Parlamento, il nostro esecutivo e il suo Presidente saranno fieri quanto ne siamo noi in la Commissione, fieri del lavoro che abbiamo portato a pro di un nostro popolo. A ringraziarvi. A ringraziarvi, oggi Presidente. Dunque, la parola a chi ha Muriel Fagni. Grazie, signor Presidente de l'exécutif et cari collègues. Juste quelques paroles. Comme cela a déjà été évoqué, le principe du rapport d'orientation proposé par le président de l'exécutif visait à instaurer une méthode de travail innovante et collaborative. C'est désormais chose faite. Un véritable travail parlementaire a été mis en place, allant à la rencontre de la société pour consulter le plus grand nombre d'acteurs engagés de longue date par difendere la nostra lingua. C'est ce que nous avons réalisé il y a presque 2 ans en produisant un rapport de synthèse commun entre la Commission du développement économique présidée par Nadine Ivagione et celle de l'éducation et des enjeux société que j'ai l'honneur de présider. Aujourd'hui, le président de la commission ad hoc, Romain Colonne, a tenu compte de ces travaux, mais aussi de l'historique de toutes les études et les réflexions qui ont été menées à ce jour. Enrichi par son propre travail et par de nouvelles auditions, ce rapport est une œuvre collective, nourrie d'un dialogue constant avec les forces vives de notre société. Il n'est pas figé, comme Romain l'a précisé. Et moi, ce que je retiendrai de cette nouvelle séquence, c'est surtout une leçon, si je puis dire, mais le président de l'exécutif me l'avait dit par ailleurs. Bisogna sempre ascoltare e sempre a domandare a quelli che sono sempre stati impegnati per la nostra lingua. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Jean-Martin Mondoloni. Merci Madame la Présidente. Mon cher Romain, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes passionné. Vous en deviendriez presque passionnant. Bon, d'abord, saluer, d'autant plus que notre participation n'a pas été très active, le travail que les uns et les autres ont fourni pour avoir un rapport très complet et à bien des égards passionnant dans certaines des mesures. Saluer 2-3 sujets que nous avons, comme d'autres, pas plus mais pas moins, portés. Le premier sujet, c'est celui de la mise en partage. Nous avons toujours dit que dans la négociation qui devait s'engager à un certain niveau, il était plus subtil et peut-être plus opportun de jouer groupé que de jouer isolément par le seul truchement de la langue corse, puisque le statut des langues minoritaires et ce qu'il en ressort
est, à mon avis, un sujet qui traverse toutes les langues minoritaires, puisque le constat, il est posé depuis des années. Vous avez à peu près, en gros, 5000 langues minoritaires dans le monde. Il y en a une qui disparaît tous les 15 jours, ça fait une cinquantaine par an, et on sait très bien qu'en deçà de 50 000 locuteurs, on a une alerte. Et c'est bon que vous puissiez raisonner alors à l'échelle française, à l'échelle européenne. Le deuxième sujet qui nous agrée, c'est la notion, vous le savez, de contrôle. Vous l'avez rappelé, hein, on le dit, une politique publique, c'est quoi? C'est un objectif, des moyens et du contrôle. Alors, l'objectif, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est clair. Les moyens, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous y consacrez beaucoup de moyens. Et le seul reproche qui pouvait qui pouvait servir de grief dans votre approche de cette politique publique, c'est qu'il n'y avait pas, il n'y a toujours pas, de moyens humains, scientifiques, calculatoires qui permettent de dire de façon très simple, parce que quand on veut sauver la langue, il faut définir les critères. Les critères, c'est quoi? C'est le nombre de locuteurs. Alors c'est difficile à évaluer. On ne sait pas, au terme des millions ou des dizaines de millions engagés par la puissance publique en général, vous voyez, j'élargis, y compris au service de l'État, combien on peut compter de locuteurs. Donc, deuxième sujet qui nous agrée. Troisième sujet qui nous agrée, c'est les politiques immersives dont il est prouvé, à la fois du point de vue cognitif et scientifique, qu'elles portent leurs fruits. Là aussi, on verra dans quelle mesure. Deux sujets plus gênants qui emmènent une réserve. Le premier sujet, c'est la création d'un office. Alors, bon, hier on se projetait en 2050, si on se projetait en 2050, si on se projette dans les années qui viennent. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir le courage, la lucidité à défaut de courage, de se dire qu'il y a des choses qu'on pouvait faire il y a 20 ans? Je me souviens d'un sujet, il y a 20 ans, il y avait un problème avec l'édition. Il y a quelqu'un qui avait sorti un sujet, il faut faire l'office du livre. Donc ça, c'est des raisonnements, sinon datés en tout cas, qui relèvent d'une époque où, en face d'un problème, on pouvait créer un office. A-t-on les moyens de créer un office? Je le pose tranquillement. Hier, il y a eu un échange un peu vif sur l'entretien du patrimoine des établissements scolaires. Très honnêtement, et avec la passion qui attache à la fois celui qui a porté la question et à la fois celle qui répondait, on voit bien que la question, c'est celle des moyens. On a du mal à entretenir notre propre patrimoine. On a du mal, d'une façon générale, à tenir des budgets sans faire des sorties de route. Est-ce que, raisonnablement, la création d'un office, elle est à l'ordre du jour? Je le dis d'autant plus, très tranquillement là aussi, que les offices en général, est-ce qu'elles ont fait la preuve de leur efficacité dans le temps? Rien à voir avec la majorité actuelle. Dans le temps, nous, on fait partie de ceux qui disent, d'une façon générale, un bon modèle, il se reproduit. Peut-être que les autres régions, peut-être que les autres territoires, s'ils avaient pu observer de façon très distanciée, très objectivée, que les offices et agences étaient un outil d'efficacité de la puissance publique, peut-être qu'il y aurait des offices et des agences ailleurs. Donc, la réponse à une problématique générale, multifactorielle, multisectorielle, que vous avez bien posée dans l'ensemble, qui est celle de l'office, on est très réservé, et plus encore, dans le monde actuel. Deuxième sujet qui pose, en tout cas, sinon souci, en tout cas, réflexion de notre point de vue. La troisième partie, c'est-à-dire l'évolution institutionnelle. Enfin, bon, outre les réserves sur le fait, pour ce qui nous concerne, que tout ça devait faire l'objet d'une consultation a priori et pas en arriver à la loi organique. Si ça se fait, je pense qu'il y a tromperie, en tout cas, il y a quelque part un souci
démocratique que de dire on laisse faire le Parlement puis on interroge les Corses uniquement sur la loi organique. Moi, je pense que le pacte complet, c'était de dire aux Corses, est-ce que vous êtes oui ou non pour le processus d'autonomie? Après, on renvoyait au Parlement et après, on discutait des lois organiques. Le coup est parti. Vous connaissez l'allégorie de la pâte dentifrice, je n'y reviens pas. Ceci étant dit, la loi organique, elle va arriver donc après les débats du Parlement. L'écriture institutionnelle qui est posée à l'heure où on se parle, pour des raisons de négociation sur la virgule et sur les termes choisis, elle parle à aucun moment d'officialité. Et je dis en plus, vous savez que pour ma part, c'est pas le cas, moi je suis pour, mais on n'a pas parlé de ça dans l'écriture institutionnelle. On a employé d'autres termes, me semble-t-il, justement et précisément parce qu'on souhaite qu'on ne se heurte pas au Parlement. Alors, il y a des gens dans cet hémicycle, je regarde Josepha, qui disent précisément parce que ce n'est pas posé à ce stade-là, il ne faut pas y aller. Bon, nous, on l'a considéré, dans l'immense majorité de cet hémicycle, qu'il fallait y aller, y compris si les termes de ce sujet-là, et d'autres d'ailleurs, résidence, compagnie, on allait vers une voie médiane qui rende digeste le texte institutionnel. Je ne comprends pas bien comment, par le truchement de la loi organique, vous allez pouvoir faire rentrer ce sujet. Bon, alors, je ne vais pas rester sur une note dubitative, ou en tout cas une note de réserve trop forte, compte tenu du volume de travail que vous avez distillé en direction de ce sujet passionné et passionnant, mon cher Romain, et toutes celles et tous ceux qui ont concouru à l'élaboration de ce rapport. Mais ces deux réserves, à la fois sur le cheminement, sur les mois qui vont probablement être denses si les choses se passent comme certains le souhaitent du point de vue des discussions qu'on doit avoir entre nous, et, je le dis très tranquillement, sur le principe de réalité concernant la création de l'Office, évidemment qu'on est en adhésion avec, nonobstant ces deux points de réserve qui sont quand même très forts sur à la fois la qualité du travail et la plupart des solutions que vous avez souhaité mettre en exergue à la fois dans le rapport et dans la présentation que vous en avez faite. Merci. Nadine Oniva-Gioni. Per traduggere a parola lingua, Marco Biancarelli ha trovato un'allegoria magnifica, secondo me, usando di un nostro spirito, di un mio spirito, magnifico. Traduce a tempo a vivacità di sa lingua, perché quando c'è un spirito di avinezza, ma di l'intelligenza, di qualcosa che muove, e usando di sicuro possiamo pensare che c'è sa radiguera a ugore e a nostre raighe, a nostra terra, al nostro popolo. Dunque, secondo me, rigacciando di sicuro di uso verso poetico tale quale, trovo una definizione splendida. Ma su corpo, disgraziatamente, è appena debolito. Usirò a debolezza. E portanto ha saputo francarsi di tutti gli assalti nella sua storia landana, sino a impetarsi a un Stato coloniale avvezzo a ammaestrare tutti i tratti di l'egemonia linguistica e di strategie giacobine. E datando di sicuro di Davide contro Golia. E così, portanto, abbiamo sempre tenuto sa lingua e si sa che anche i corsi sperniciati in tutti i paesi del mondo, sino a poco tempo fa, parlavano corso. Oggi è finita questa. Dunque, da 50 anni ci siamo tutti i più anziani, che lo sia da Carlo Castellani, passando da Giovanni Ramorocchi, Francesco Berfettini, tutte queste sterpe che hanno lavorato tanto a nanta lingua, ci siamo sterpati a trovare vie e l'azione è più efficace.
e ogni ebiga ha avuto la sua pensata politica. Oggi torna un scalino che non franchiamo, un scalino in più. Ma quando noi ci gireremo, saremo a metà di questa scala, ci fatto più o ci fermeremo più? Questa è tutta la questione di oggi e di sicuro siamo passati da un'incapacitura profonda a parecchie aperture politiche dallo Stato, parecchie opportunità che mudiappe, ogni orto le mudiappe, e abbiamo saputo avanzare poco a poco, ma non bastano mica. E non è mai stata a nostra qui, nel semiciclo, non è mai stata una politica tecnocratica, è sempre stata una politica che partita da un terreno siamo qui un riombo di ciò che si fa già nel terreno. Non c'è mai stata una rompitura tra il terreno e noi qui. Piamo in conto ciò che si fa da Gabigosa, Bonivadio, passando da tutte le soci, tutto ciò che si fa e portiamo insieme questa politica. Si può dire che parliamo dunque di un corpo adebolito e si sente da voi qualche tempo, io ho 20 anni che sono qui e non l'ho mai intesa così su livello qui. Sentiamo nei ranghi del nostro emiciclo un'angoscia e questa angoscia spesso dipende alla demografia, tutte queste gente che giungono, tutti questi sbarcadici che hanno nessuna lei con il nostro popolo, nessuna. E quando noi entriamo in un magazzino, perché chi lavorano sono gente oneste, degne, lavorano, ci domandano il nostro nome, non sanno mica scrivere il nostro nome, non sanno mica pronunciare, non sanno mica pronunciare Giacomo Domaggio, ma nemmeno Catalina, nemmeno Nonda. E tanto siamo offesi, siamo veridi. Dunque c'è qui siamo di un strappagore e di qui che s'angoscia e trauta qui, da poi qualche tempo a Nantasi Ranghi, a Nantasi Wanchi, perché chi sentiamo che c'è qualcosa che si ne va. Siamo all'orlo e di sicuro oggi c'è bisogno di una politica, quella che è proposta qui e che deve essere tradotta dopo dall'esecutivo, ma dipende tutte queste mancanze che non conoscono, sono mancanze perché non conoscono mica la rivendicazione dei nostri diritti linguistici e altri diritti tutti i nostri diritti, ma soprattutto la nostra lingua, non è mica rispettata. Allora, l'obbligo oggi passa di sicuro per un'autonomia politica, in un quadro legale e costituzionale, una lingua co-ufficiale. A noi poco ci imprema, se lo la trova una minighetta per dire co-ufficialità, ci ne impipiamo, basta che non ci sia un risultato, perché chi siamo a come l'ha detto innanzi, siamo a loro. Dunque c'è una scrittura legale, costituzionale. Allora, questa governanza come si darà oggi? C'è Jean-Martin che dice all'ufficio da Agustin, poi impreme, non siamo più a prezzo. Non siamo più a prezzo. Perché è importante secondo noi un ufficio? È vero che ce n'è forse che non so mica, dico così, secondo meno efficace che altri, ma in tutti i casi, anche quando le cambiano le mandature, l'ufficio qui è politico e continuano. Ed è per questo che c'è un ufficio. E secondo me, secondo noi, c'è un ufficio di lingua e c'è che ci sia una democrazia, tanto un consiglio d'amministrazione che li siano rappresentati tutti gli attori. Allora,
ognuno sarà mica rappresentato, ma è tendenza che li siano rappresentate di maniera avanzatorna, anche se domani non abbiamo mica questa evoluzione istituzionale, possiamo quantunque strappare un ufficio. Allora io sono più dubidosa l'aspetto pubblico, perché quando si dice un ufficio pubblico di lingua, si sente ciò che si passa in Britannia e un ufficio pubblico, l'ufficio pubblico di Britannia è ammaestrato da un brevetto. Non è mica quello che noi vogliamo. Di che lo statuto sia pubblico, di sicuro, e siamo sempre a tutti perché lo sia uno stabilimento pubblico, ma che non sia mica scritto dentro l'intitolato. Un ufficio di lingua corsa e basta. In tutti i casi, l'ufficio è importante. Solo così potremo francare un passo e di sicuro in un quadro legale. Oggi ci manca. Se gente che giungono e abbiamo dovere di integrare, abbiamo dovere, non possiamo mica mancare ciò che la mancata a Francia. A Francia non mica sa più di integrare, perché chi non ha mica avuto politiche linguistiche. Noi siamo obbligati domani a integrare tutte queste gente, perché chi sono giunte in noi e cosa mi va? Le malampa fuori. Sono gente che straziano, che hanno famiglie, che vogliono trovare forse un altro luogo per campare. Quanto gente qui forse hanno le origini che sono state costruite di stessa maniera. Dunque, ciò che noi mettiamo le nostre politiche forti al servizio di queste gente in noi. Allora, di sicuro, prima ci ho lavorato e ci ho avuto i risultati a i nostri, perché chi hanno imparato, anche i giugarelli che giungono e che sono d'origine straniera e che sono d'origine francese, imparano in furia. Ma non bastano mica. Oggi e l'altro giorno un giornalista ci ha posto la questione. Ha detto, vabbè, allez a scuola, sempre a scuola, ma il mondo economico, di sicuro, oggi è giorno che noi siamo di noi nel mondo professionale, perché chi vuole che la persona che la capisca l'interesse di fare la corso, e l'interesse non può essere professionale, non può essere una valutazione finanziaria, non può essere che quando si percepisce un risultato gerarchico, professionale, eccetera. Dunque è importante che lo ci sia questa formazione e si può toccare il mondo economico attraverso la formazione professionale. Dunque, la crea centri di formazione, ci sono già, ma che li siano certificati intanto che, perché oggi tutto ognuno va a poco preso, si sa, a pezzi a buco, facciamo qualcosa di strutturato, come è stato strutturato l'insegnamento pubblico in delle piccole classi, cioè che oggi avessimo le stesse esigenze della formazione professionale. È indispensabile. Ecco appena, dunque, autonomia politica, quadro giuridico ufficiale, e che lo sia scritta da maniera, a me mi garba poco se l'è ufficialità o se l'è scritto di un'altra maniera, poco impreme, basta che lo sia efficace e di sicuro una governanza. Ecco per noi è primore maggiore per su scalino che secondo noi è una tappa importante. Vi ringrazio. Ringrazio. Allora, quale chi vuole la parola? Josefa Giacometti. Vi ringrazio. Allora, qualche parola saluta il lavoro di sicuro della Commissione. Ci ha dovuto partecipare qualche volta all'audizione di parecchi attori e si sono intese parecchi affari interessanti
E oggi abbiamo un risultato di sicuro e ci vuole a ringraziare il lavoro fatto. Bon, detta qui. Che gli attori siano associati, aiuta a via appena tutte le proposte che si presentano. Che gli attori siano associati alle politiche. Intesa, di sicuro. Mettere una governanza in piazza. Yeah. Fa crescere l'immersivi, l'uso in l'educazione, in tutte le scuole, a crescere la presenza della nostra lingua e del suo insegnamento. Intesa. Mette in piazza una convivialità di fatti e rivendica una convivialità di diritto. Yeah. Rinforzare i mezzi umani e budgetari. Yeah. Torna. Fa crescere sempre di più la presenza della lingua in una società, in impieghi, in tutte le intraprese, in tutti i luoghi pubblici. Di sicuro. No. Dunque, si pongono tre questioni. Sono tre questioni di pianificazione, perché qui siamo in una collettività all'Assemblea Igorsica che deve mettere in opera e deve dunque pianificare come, quando e chi fa la pianificazione. Quindi è un ruolo della collettività, il ruolo dei servizi e un nostro scopo qui di definisce e di restare le politiche che ci sono proposte. Quindi è un rapporto di commissione. Allora, aggiunteso che lui vuole mettere di più mezzi umani e budgetari, sicuro, e che lui c'è una mancanza. C'è una pianificazione che lui ci vuole mettere in piazza. E proposte ci sono, ugumu e ughi, tra l'attori, tra tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni e che la ribia questa commissione. Per la governanza nuova, per una governanza nuova e l'armatura nuova dei servizi. Ci sono le proposte. Per l'arnese da domandare e da veramente mettere in piazza un patto, non un trasferimento a competenze educative con l'educazione nazionale, l'avemi per esigere che lo si mettesse in piazza. E per un momento c'è un ritorno, ma un ritorno passa, che è più o meno quantunque, dicerà più che meno, a pro. Mette in piazza una convivialità di fatto. Come o quando? Tutto è scritto, tutto è detto, le proposte sono qui. Ci sono da voi un bel pezzo e ce ne torna in suo rapporto. Una convivialità di diritto. Allora, la convivialità non è mica solo simbolico, non è mica solo una parola, perché quando si parla di diritto, a parola, a virgola, Ubuntu, conta. Conta. E ringrazio a Jean-Martin Mondoloni di dire che ha aumentato. Si è accettato di cacciare e di cacciarlo di un scritto costituzionale. E non si può mica dire ai gorzi oggi che sta da rimettere nella legge organica. Non è mica possibile. C'è una gerarchia di enorme che va a dire che ciò che non si mette mica in una scrittura costituzionale non si può mica dopo declinare. Allora, di sicuro che si buono droit arnesi giuridici e mezzi giuridici, ma ci vogliono trovare a livello costituzionale per declinare in una legge organica. E non ci sono mica droiti. Dunque qui, compiunta qui. Dunque, per me, siamo passati accanto. Bon, questo poi si volterà. Presenza in tutti i luoghi della società, quindi noi la giudete proposte ci sono. Allora, aiuta a compiere in furia. Pianificazione, ugum, uguando, ughi. Si montese un anta tutto. Si montese un anta tutti, uguaggi. Allora, io oggi torno a questo rapporto, aiuta a porre una sola questione. Sappiamo tutto ciò che lui vuole fare. Ci ferma solo un affare. Di quando l'abbiamo da mettere in piazza e risponde a una sola domanda. Passa da udì a uva. Pierre Gionga. Presidente, vi ringrazio. Cari colleghi,
Volevo ringraziare a Romano Golon e a tutti quelli che si sono impegnati per questo rapporto, che di un bello lavoro. Mi pare che una nuova epica per la salvezza della nostra lingua saprà oggi e si iscrive nella lunga battaglia di più di 150 anni per la sua riconoscenza e la sua spamera. I punti che mi paiono i più importanti in questo rapporto sono la crescita di mezzi che siano finanziari o umani, con un rinforzo di direzione di salute qui e i leoni che si sono impegnati per questo lavoro e sono sicuro che non riesce. Il secondo punto è la creazione di un ufficio. A me mi pare importantissimo che lo sia creato perché è un luogo di spertere e definizione di una politica di prima trinca e di pianificazione. Il quarto punto è l'affermazione che l'insegnamento, anche se è importantissimo, e ce la saluta al lavoro del rettore, che lo fa con i nostri servizi, non è mica solo un mezzo di salvare la lingua, è di fare una corsofonizzazione di un mondo economico e della nostra amministrazione e di una risposta al rapporto della Presidenza e forse l'ennesima maggiore per fare popolo, con la calata della demografia. L'ultimo punto che è importantissimo è lo statuto di ufficialità territoriale e qui penso che l'ufficialità non la avremo mica, ma lo statuto di ufficialità territoriale penso che la avremo. Per compiere, dice Radio che questo rapporto dà una nuova energia politica, linguistica pro della nostra lingua e ci tocca lavorare tutti per farlo riesce. Vi ringrazio. Ringraziabi. Saverio Luciani. Ringrazio, signora Presidente. Io voglio salutare comunque il Draione dell'amico Colonna, ha messo comunque un documento che mi pare a me importante, soprattutto nel contesto, non dico mica l'importante nel storia popolo corso, perché sarebbe comunque un sproposito per me di dirla, ma è comunque importante di capisce all'opinione pubblica, agli eletti e forse anche allo Stato francese che lo c'è qui una lotta storica a far fruttificare, diciamo così, in tutti i casi la lotta linguistica fa parte di la lotta di un popolo, di una nazione che sa di capito va scolleggiano Saverio Brauri e un certo Versini in 14, 102 anni fa, di una nazione che rinasce e un po' mica rinasce senza dunque importanza di puntellare questo fatto, di rinforzare di nuovo a un manda e di specificare in maniera abbastanza chiara gli obiettivi. Gli obiettivi ci sono. Ho una critica perché chi mi tocca a fare critiche in questo documento, anche se, ripeto, è comunque un documento di qualità, dove c'è all'ingrosso tutte le nostre premure, di voi 40-50 anni. Non ho mica scoperto, non c'è mica sorprese per me, una scrittura di questo documento, è un documento che mi conviene. Voi, ho fatto ci sta che trighiamo. Di che stiamo criticando? Mica oggi, mica questo documento qui, ma trighiamo un'azione. Pigliamo tutta la nostra parte, abbiamo pigliato la nostra, abbiamo fatto, ma trighiamo, vi ricordo comunque che siamo in 26. Siamo in 26 e che il tempo corre, e quando il tempo corre si sterpa e ci tomba, e nega ciò che noi siamo, e tomba gli ultimi vecchi che portavano questo pezzo di memoria che pure mancava a montagna. Questo è importante dirla, il tempo corre e noi trighiamo. Trighiamo tutti insieme, anche se certi di più che l'altro hanno fatto, perché c'è gente che ha fatto, militanti di poi 50 anni c'è stato centinaia, ci sono ancora, gente che si impegnano, che cercano di fare, quasi impossibile certe volte, in certe situazioni. Ho fatto gli stati noi che per ora la lingua ferma in strada, si può dire così, di una giusta di educativo. Siamo alla follo di scuola 2030,
di un rettore che oggi e domani ad a parte. Siamo un'incertezza, l'inforse, e anche un burro, domani forse un pericolo di resmarisce un po' che si è fatto. Dunque, noi vi incoraggiamo a continuare, ma torno una volta, i mezzi. C'è uno che ha detto mi ha detto francese a suo anno, quand, combien? Perché, torno a ripetere, siamo 26. 26, torno a oggi, con generazione che è più si va, e poi sapete, sbarca tutti i giorni di 11 a palitate, a battellate, si può dire così, non abbiamo mica oggi la capacità di integrare questa gente, ma non abbiamo manco più la capacità di integrare i nostri. E questo è l'obiettivo. C'è una negazione di un fatto nazionale, di appartenenza, di identità, che ci mette in situazione di pericolo di morte. Allora, bon, ho letto il documento, siamo d'accordo, l'immersivo, la continuità, la generalizzazione. Vi faccio rimarcare comunque che la generazione giovane non parlano più, o poco, o mica. E questo il direttore che abbiamo oggi, il lavoro a fare, di mettere in ballo un sistema educativo che possa permettere ai umani una grossa organizzazione di tutti questi istituti, istituti giovani. Questa per ora, non ci siamo anche, le competenze interessanti aumentate in un documento, sono le competenze educative. Ci ha domandato, è stata domandata in una negoziazione di Beauvau, un trasferimento della competenza sana, di reclutamenti di noi, di reclutamenti perché così no, oggi e domani siamo a tornare con una mano avanti e l'altra a sapere da rito. Dunque, la competenza educativa, l'affare di... c'è un affare che non è mica stato aumentato e mi dispiace, c'è un fatto che, fateci caso, un rinculo della lingua italiana nelle nostre scuole, un italiano rinculato, la gente va a parlare spagnolo. E sapete che il primo scopo dello Stato francese alla fine del secolo XIX è stato di sgradire la cultura italiana scritta di un popolo corso, il linguismo sociale di tanto che il corso parlava corso e scriveva in italiano, in toscano. Questa è oggi la paghiamo perché l'italiano non esiste quasi più. Vi ho portato questa Sardegna. La Sardegna non è mica un esempio per me, manca appena, perché c'è una mosaica, diciamo così, e non c'è mica riconoscenza pure a livello di regione di un qualunque statuto di lingua. Sapete, gli esempi sono astro per noi, i conoscete, sono catalani, sono baschi, sono gallesi, sono forse anche in Italia, in Austria anche in Austria ci sono andato, ahimè, ma voglio dire che c'è, gli esempi sono qui. Allora, dopo c'è da fare. Beh, sono appena scucito, ma più così, punto per punto, ne pochi di premure che si buono a migliorare. Parlate di un ufficio. Bon, tutto il mondo mi pare ha poco preso d'accordo, anche se l'ufficio, io sono andato al Paese Basco, parecchio, e sono andato a visitare l'ufficio. Quello di Gasteiz, dunque che non hanno mica ufficio, hanno un dipartimento, hanno un ministero della lingua, e sono andato in Bayonne, perché in Bayonne c'è l'ufficio pubblico della lingua basca. E mi hanno detto così, da riflettere, e tu, a chi dia un ufficio in Corsica? È del potere politico, i nazionalisti hanno potere. Rinforzate la direzione, rinforzate i servizi e fate come i catalani, fate una direzione a pianificazione linguistica e culturale. E basta. Perché? Perché l'ufficio in queste condizioni, e c'è che si era detta, un GIP, vada dentro lo Stato francese a mezzo, oggi noi c'è un ufficio quando noi saremo autonomi. Non vuole mica un gruppo di valle, pure se c'è un luogo, e forse il Consiglio ci rinvivisce questo Consiglio della lingua, in un'altra maniera, perché c'è stato dando un trampado finanziario, anche giuridico, dunque c'è forse una riflessione a venire a fare qui, ma il resto, come dice il francese, l'opérationnalité è complicata.
e arrivo perché siamo 26 e allora a 28 dopo questa me non ci saremo anche. Non vi parlo manco di certa fa che ne sono mariti. Uno dei punti che mi pare di primo a me di noi a mettere in davanti di la convenzione che abbiamo firmato in 17, mentre parlo come i vecchi di 14-18, in 17 la convenzione con la stampa abbiamo lampato, oggi il Presidente, 400.000 euro, se non mi sbaglio, tutta la stampa pubblica e privata, enfin, lascio dire, no? Per giusto appunto avere, ricordatevi di Corso Mattei, di un giornale di youtubagine ogni mese, non esiste più, NPLD, per giorno se ne ricordo, non esiste più, Lingui Mondi non è più fatto, dunque c'è parecchio a fare, bon, aumentato il ZPVR, Bolisi Bolino, c'è comunque un contratto con lo Stato francese, finanziario, con una pochi oggettivi a rinforzare, e vi faccio rimarcare che i centri immersivi, c'è Bastiglia e sabato e forse Bastiglia, c'è astronomia di boi dando, vuol dire che siamo in ritardo, e abbiamo assai ritardo. Allora, non sono mica qui per mettere una nota perché bisogna ad animare tutti, non è mica di qualcosa che ci butta e c'è forse qualcosa che ci ha reso a noi pochi più nazionalisti che mai, perché ci accorgiamo che gli indiani che noi siamo hanno bisogno momentato di arrampicarsi a ciò che lo ferma. E ciò che lo ferma, sapete bene che sia, quando parliamo di Adara, di lingua, di memoria, anche di certi monumenti, siamo sempre a sicurezza. Dunque, io uso l'affare che posso dire che aspettiamo la seguita perché il documento, il regalato, state capito, al Consiglio esecutivo, sperando che ci sarà un vero Consiglio esecutivo in carica della lingua. Ma ecco qui, saluto quantunque le rettrici che sono qui e chi so e che le hanno va. So che è buono, perché deve essere complicato a livello ma aspettiamo qua e misure concrete, il primo passo sarà per dire ai corsi, allo Stato, che non vogliamo fermare ciò che noi siamo. Altre domande di parola? Allora c'era Christelle Combette et dopo Marie-Claude. Merci Madame la Présidente. Non, moi juste une petite chose, puisque mon collègue bien sûr a été très exhaustif comme vous, cher Romain. Juste deux petits mots pour relever, je suppose, un oubli totalement involontaire de votre part, mais qui, pour moi, a une importance. Vous avez fait une liste justement très exhaustive de remerciements aux différents acteurs impliqués dans le soutien de la langue corse, et il me semble que vous avez oublié la communauté d'agglomération du pays ajaccien qui pourtant a porté seul le développement du site et de l'application Parlami-Corse, un outil qui est unique en Corse au service donc de la langue, du patrimoine et de la culture corse. Alors je voudrais juste vous rappeler 3 chiffres. C'est quand même 1 300 000 pages qui sont vues par an pour le site internet, 40 000 téléchargements pour l'application, dont près de 8 000 le week-end par des familles qui justement ont des enfants qui sont dans les filières bilingues. Et donc ces résultats parlent d'eux-mêmes, c'est pour ça qu'il me paraissait quand même indispensable de le rappeler. Je vous remercie. Marie-Claude, Pecore Fronte. E allora il nostro gruppo si è impegnato con volontà e passione in un primo tempo in un trattato d'audizione e di riflessione della Commissione di Cultura e dell'Educazione, poi in un trattato in una commissione ad hoc. Dunque noi siamo felici della presentazione di suo rapporto oggi, ma per noi non è che un primo passo. Aspettiamo avanti passi
concreti, rapidi e decisivi dell'esecutivo per mettere in ballo misure efficaci per un vero sviluppo di nostra lingua. Allora, una mia amica dava un dettaglio, una riflessione dettagliata non a tutti i punti del rapporto, ma rapida certi affari. Il principio del rapporto descrive il quadro storico e è importante per vedere ciò che ci vuole fare. Allora, avete parlato dell'ufficio, parliamo dell'ufficio, se ci vuole dare un altro nome, un altro quadro, vedremo, ma sul luogo, in ogni caso, diventa un luogo di concretizzazione di misure forti. Vorrei voltare di nuovo a due punti: la necessità di l'internalizzazione, una parola un po' difficile da dire, perché c'è una necessità di trattare come un mondo all'anedita qui con i nostri vicini, a Sardegna, l'Italia. A Sardegna, Saero dice che non è mica gli stessi, temo quantunque, hanno una specie di statuto, l'Italia rispetta i lingue minoritari e certe lingue di Sardegna, mica gallurese, e per questo per noi è importante il gallurese perché è quasi come un corso di usutanaccio, che certi non mi piace mica, ma è così. E c'è una necessità di trattare tra noi disparte, di riflettere, perché non abbiamo mica la stessa maniera, lo stesso rapporto con la lingua. Noi abbiamo piuttosto, per disgrazia, diceremo, abbiamo sempre avuto una rivendicazione più politica. E la sua dita qui ci vuole un rapporto più distinto, dice Radio Italiana. Ci ha spiegato bene Marina Branca l'altro giorno, i sardi, e hanno un rapporto più di identità, di cultura. E dunque questa lingua, anche se può essere meno studiata in scuola, si trasmette in un'altra maniera. Dunque penso che è bene di paragonare la sua maniera di va. L'altro punto che non abbiamo parlato di dia soanti qui è trovare a maniera di garantire la continuità dell'insegnamento della nostra lingua da acciucciati all'università e un nemico caso Paoli, vediamo quando andiamo in scuola, quando andiamo in carruggio. E ci dobbiamo dare i mezzi da assicurare questo sviluppo. Dobbiamo essere volontari, coraggiosi, per cambiare in maniera di va e mettere in ballo misure d'aiuto, d'accompagnamento, ma non ci mica dimenticare il controllo, e siamo numerosi a dirlo, perché non ci possiamo mica permettere di spendere soldi così senza avere risultati concreti. Questo dobbiamo anche al nostro popolo. E finisce la radio dicendo che speriamo che da qui a poco non faremo più commissioni per parlare della lingua, ma che la nostra collettività darà i mezzi a tutti di parlare la nostra lingua e di va la campagna. Vi ringrazio. Ringraziati. Altre domande di parola? Pedronto? Qual è chi vuole parlare di noi a Fem? A Fapobu, scusa. Dobu. Allora Baiburu. Ringraziabile signora Presidente. Buona imbianza di parlare dopo appena di d'angoscia, di gerimo di mancanza a livello finanziario. Bon, è una prova di
rivedere in qualcosa di più felice quantunque. Biulia parla, come Romano Ghirie, Biulia parla quantunque di un'esperienza. Allora, Nadio forse già parlato in questo emiciclo, ma è venuto su sa rete sociale preistorica la settimana scorsa un ricordo di De Gianni Va. Infatti De Gianni Va ha avuto l'occasione di Berte accampare a Pinuccia a fine di un master in comunicazione, così a Baleso subito a Bossui davanti a voi un sommica, un vero studi corsi, ha aiutato di noi un'altra formazione. Dunque ho avuto l'occasione di andare a campare in un quadro di avvine di uno stadio di vin di master a un paese di Gallia. Parlava riunendo di l'esempio gallese e c'è una riflessione che mi è rivenuta, forse d'altronde Jean-Martin Sinarigoda, che era provvisore all'epoca, era sorvegliante in corte, mi aveva permesso di rompere per un tempo un contratto per parte. C'è una riflessione, io era aperto con l'idea, come eravamo tutti all'epoca e poi era di più giovani, con l'idea di ufficialità che funzionava e era aperto da avere un paese in cui l'affari erano effettivi. E qua là mi sono visto di un affare a Manuetta, quelli che lavoravano un anno. Ci sono 3 punti che sono importanti perché una politica linguistica possa essere efficace e che la funzioni. Prima di sicuro c'è l'affare di statuto, questo è un affare importante, ma per noi penso che deve essere d'altronde un nostro oggettivo e ci dobbiamo giungere. Ma a tempo ci sono 2 altri affari che penso solamente. Prima di a mossa globale, perché qui hanno spiegato se la c'è un'ufficialità, ma che a tempo non c'è mica a livello dell'educazione, a livello della popolazione, di un mondo economico, di la soci, se non c'è mica una forza e una volontà, l'affare può fiascare anche con una ufficialità. E penso che a sul livello così, dimmi la franca, porto un messaggio appena più felice non qui, vi faccio un piccolo punto non la settimana scorsa lì stessa. Lunedì sera mi sono trovato in una casa di lingua in corti per la presentazione che era organizzata di un libro dell'amico Marc-Andrea Castellani, donc un libro così, tutto un corso a Sala Carca, 70% di studenti. 70% dei giovani, si parlava di giovani che uno hanno stato assente, 2 hanno preso la parola e hanno parlato. Questa è una. Seconda affare, non saeri, serata di sostegno scuola corsa, in corti di stessa, un caffè Carco in mondo, 80% di giovani, tutte le persone che hanno scontrato hanno parlato un corso con loro. Gioventù che parla corsa, torna una volta. Terzo punto, tutti i giorni all'università, quando go a fare un corso con gli studenti, sono in contatto con la corsofonia di questi studenti. Di una corsofonia particolare che non conosciamo tutti, appena un po' rida, di radio passiva, ma se voi mettete in una situazione di parlare in un corso, a un capo di un'ora, sono tutti in capacità di parlare, si sbagliano appena, ma arrivano e a un capo di un mese avete giovani che di più in più hanno abbiato l'abitudine e parlano. E io penso a un affare. E beh, oggi sappiamo che a Villiera bislingua un basta amico, un basta più, perché c'è una realtà in delle famiglie e tutto ciò che volete. Ma tutti questi giovani che sono stati formati in delle scuole bilingue hanno formato forse corsovani che sono passivi, ma sono corsovani. Di una popolazione che si può trasformare senza problemi in corsofonia attiva. Dunque, ciò che comunque aveva qui in capo, abbiamo un'epoca d'affari che sono in capacità di mettere in ballo per avere qualcosa di interessante a livello della lingua. Il terzo punto che ho imparato qua là, e che mi hanno detto, e penso che è un nostro scopo maggiore oggi, infatti di l'affare di coordinare tutte le azioni
e si parlava anche infatti di pianificazione linguistica e questo è un ruolo a un senso che la deve avere a collettività. L'affare non è mica che non c'è nulla che gli è fatto, l'affare è che ciò che gli è fatto manca di lea, non si mica tutti un lea per mettere qualcosa in piazza di abbastanza forte, ma l'azione, l'azione di collettività e anche un mondo economico pieni di persone così, penso che aspettano di noi qualcosa da lì a tutto questo. E infatti di ciò che noi mandiamo, se voi vedete in deogartulare di paesi ci dai immersivi, chi domandiamo a Egidai e ai paesi? Desse uliame tra tutte le azioni che si facciano in un territorio. Di esattamente ciò che ce la fa con la collettività. Di un ruolo che dobbiamo avere. Dunque, penso che se noi andiamo a fare questo, sapendo che è qui aigu per il comune e aigu per la collettività, c'è una beura che lo gioca a cacciare, di noi la fare di certe comuni già non è per o cartolare di ci dai paesi immersivi, ma noi non sappiamo mica, forse non abbiamo mica le competenze all'interno, ma ci sono tutti questi ridoni del terreno. In Corsica ci sono piene d'azione di persone che sono già impegnate e che hanno l'idea, che hanno le proposte e d'altronde si vede non il cartolare di Romano, ci sono l'affare che regolano, non le proposte che si può rinnovare. Dunque di già un partimo mica da zero. Ecco, dunque dico francamente penso e così non sono mica di natura a fare lamenti. Io penso che oggi abbiamo bisogno di un'azione, ma abbiamo bisogno di noi di portare un discorso che porta una speranza. Così finisco di contarvi a Moida. Da qui a poco, oggi è una storia di giorni, a di essere uomo. Io a Moviola, un conto mica di lasciarli, un lamento di a lingua che muore. Dunque penso che oggi sia ora di metterci in ordine di battaglia e anche se non mi piace mica l'allegoria di battaglia, pensate un'ultima affare e vi lascerà di un antacque. Usabè e le lingue in generale sono affari che da uno ne può avere 100, un locutor, anche se non ne ferma uno, e in capacità di creare 2, 10, 100 locutori. Pensate a questo e finisce radio così. A ringraziarvi. Donjo, hai un mandato da parola? Ieri alla corte, in un vilo di ciò che ha detto l'amico Petranto, che sa va, e io no, anche. E in un vilo di ciò che ha detto il presidente Nivagioni, il presidente Muriel Fagni e di sicuro il presidente Romano e dopo un bel dibattito di nostra assemblea. Le ti detto, oggi il presidente Romano Golona, non è mica una vini sul rapporto, non è nemmeno un principio, ma volevo dire a nome del gruppo Fa Popolo Insieme che è un passo maggiore, è un salto qualitativo importante che sto lavorando, che è stato realizzato in un tempo corto, in cui tutti i forzi vivi che fanno gampare, che si impegnano per la nostra lingua da Capigorzo a Bonivazio, che divulgano associativi, istituzionali, privati, politici, collettivi e di sicuro un lavoro in cui la ricchezza di tutti i contributori, al di là dell'appartenenza ai gruppi politici rispettivi, è un lavoro in una redazione finale. Di noi che su lavoro, e l'ho detto oggi Romano, è un lavoro parlamentario e ciò rimette su lavoro in uso quadro. È un meno lavorato in una logica maggiorità territoriali, opposizioni, che in una logica Parlamento o Assemblea di Corsica, per via delle commissioni, che rende il rapporto al Consiglio esecutivo. E qui di noi è un fatto importante e i dibattiti ci mostrano bene che c'è una convergenza di Assemblea di Corsica non tra gli essenziali di suo rapporto e tanto il Presidente e cari tutti i commissari mi pare e ci pare a nome del gruppo Fa Popolo Insieme importanti di sottolinearlo. E di noi che partendo dalla natura parlamentaria di un rapporto vinarà di sicuro il tempo di azioni delle istituzioni per via del Consiglio esecutivo, il tempo di traduzione budgetaria, giuridica e il tempo di sicuro di fissare un calendario. Ma oggi qui discorriamo dopo un lavoro, una riflessione di commissioni e di forzi vivi, in cui i forzi vivi di proposte per la nostra lingua e per una politica linguistica. Prima affare, la qualità di suo lavoro parlamentario. Seconda affare, di sicuro
e non vi di ciò che dice l'amico Pietro Dionga, che ha avuto a lavorare assai e di modo proprio positivo nella lingua, ci vediamo becchi, ripeto le parole di Pietro, ci scriviamo in una nuova epica che si scrive anche in un lungo combatto, una lunga lotta per la nostra lingua. E questa lotta di sicuro per noi, l'obiettivo principale è di sicuro lo statuto d'ufficialità territoriali o nazionali per noi di lingua corsa intera di Corsica. E a solito qui non abbiamo mica da sviare, malgrado le difficoltà che possono esistere a livello giuridico e soprattutto a livello politico. E a solito qui, per ciò che tocca all'ufficialità o l'ufficialità di diritto, dico anche qualcosa, rispondendo a tempo a Jean-Martin e a Josefa, in cui rispetto. È vero che la parola ufficialità non c'è mica in un progetto di scrittura costituzionale. C'era in una deliberazione autonomia del 5 di luglio, c'è in un progetto di scrittura costituzionale una riverenza alla comunità linguistica e per noi, ma qui c'è un dibattito e forza a sfaranza di apprezzazioni, per noi questa riverenza alla comunità linguistica non sarà mica porti, ma può permettere, se il progetto di scrittura costituzionale è votato dal Parlamento francese, dal Congresso, dare un po' di porti e di diritti positivi a fissare e a precisare in un quadro della legge organica. E d'altronde, al di là di un progetto di scrittura costituzionale, in una dichiarazione politica solenne del 23 di febbraio 2024, all'unanimità, le eletti di Corsica, e mi dire verso Jean-Martin perché so di noi che il governante che rappresenta già oggi l'emiciclo ha votato a favore, domandava a messa in piazza di un statuto di lingua a pro di messa in opera di una società che fosse di modo progressivo, appacciato e vero, bislingua. Dunque, si vede bene che non è un progetto globale, ci accordiamo e forse che la legge organica permetterà domani, non il lavoro di noi che è stato fatto dalla Commissione, di garantire un statuto per la nostra lingua. Ma dopo, o può darsi anche un anno, lo statuto giuridico di ufficialità in diritto c'è, ripigliando di nuovo il rapporto d'orientazione generale di un mese di novembre 2022, nella politica linguistica, c'è ciò che noi possiamo chiamare l'ufficializzazione o l'ufficialità in i fatti. E qui è l'interesse di un rapporto, è la pianificazione di una politica linguistica globale, strutturante, sistematica, coerente, a tempo in un sistema educativo che deve sia associativo o pubblico e a tempo in una società, non volto mica non tutte le misure proposte, non gli obiettivi, i mezzi proposti, gli indicatori di valutazione, i calendari. Romano ha presentato l'affare in modo proprio preciso, noi ci rallegreremo di queste misure e l'interesse è veramente un merito di un rapporto è di avere un quadro che fosse veramente coerente e globale. E per un detto, una misura quantunque non all'ufficio, per chi faccia parlare, è vero che anche io a titolo personale, quando sono entrato in una discussione e in un ciclo di lavoro, non ero mica convinto della necessità di un ufficio di lingua. Ma quando noi abbiamo discorso con un po' di divorzi vivi di lingua, ci hanno fatto sapere la necessità di avere un luogo che fosse un luogo di democrazia linguistica, di contrasti, di proposte e un luogo di identificazione di noi, di lingua come una priorità politica. Allora è vero, Jean-Martin, che si pone una questione di mezzi, la volontà c'è, ma quando c'è la volontà ci diamo i mezzi di noi. Eppure in un contesto costretto, allora dopo toccherà all'esecutivo a fare le proposte a suo livello qui, ma per noi ci pare importante, qualsiasi d'altronde maniera e a forma giuridica che dopilerà l'ufficio. Può darsi non sarà mica un ufficio tipo EPIC, può darsi non sarà mica un GIP, Gruppo d'Intérêt Public, vi daremo. Ma in tutti i casi c'è un bisogno, al di là di denominazione ufficio di lingua, consiglio di lingua, c'è un bisogno di un luogo d'accolta a tempo di attori politici, associativi, professionali, istituzionali, economiche, tutto, ma di noi, di messa in opera una politica linguistica che fosse una politica globale e mica una politica settoriale, che oggi c'è una riforma di amministrazione che va nel buon senso, e l'abbiamo sottolineato in cui una direzione di lingua direttamente rattacata a delegazioni generali accanto a UDGS e qui è un segno importante per mostrare che la lingua non è mica una piccola parte delle azioni pubbliche di agricoltura, ma una parte che deve annacquare tutte le politiche pubbliche, ma forse che in cui un ufficio, qualsiasi torna una volta la forma che dopilerà, andremo anche più lontano. Compia dicendo che ne abbiamo parlato a Rimani, cara Presidente, in cui Corsica prospettiva 2050, abbiamo parlato
Cara Josefa di a questione di cittadinanza corsa, in cui di sicuro statuto i residenti, in cui a questione di gruppi elettorali, a lingua come be comune, come be che appartiene di sicuro al popolo corso, ma al di là all'umanità, è un'arnesi a pro di sa cittadinanza culturale, che è una cittadinanza a tempo che integra a realtà e irrealità i sfidi di agorsiga e di un mondo ginco, ma di noi una cittadinanza a parte. A lingua è di sicuro ciò che noi siamo, è una lascita, è una parte essenziale della nostra identità a tempi individuali e collettivi come popolo, è di noi la lingua un fattore d'apertura a un mondo italiano, a un mondo europeo, a un mondo mediterraneo, a un mondo in generale, è un fattore di coesione e deve essere un strumento totalmente di integrazione, come la diceva Nadine, e per questo ci pare che al di là di una politica linguistica, e a conclusione di questo rapporto, caro Romano, è un vero progetto di società che ci tocca a mettere in opera in giro alla lingua, a pro di sicuro di un popolo corso, ma soprattutto di nostra gioventù, che non si può pensare, cara Presidente, una corsica in un 2050 senza una lingua viva, per un popolo vivo, e così sia. Ringraziati, penso che tutti i gruppi hanno parlato, qualche parola di maniera proprio veloce, pratica e grammatica. A pratica l'altro giorno ho visto una gazzetta chilichini scritta con 2K, una cosa ufficiale, Dunque, CQFD, come lo si dice, tutto va bene, e avanziamo come lo giole. Quello prima a fare. A pratica, a grammatica, c'è una legge economica che dice l'offerta crea, produce a domanda. L'offre crée sa propre demande. Et je vois qu'on acquiesce du côté peut-être un peu plus libéral de l'hémicycle, et cette loi est particulièrement vraie dans le domaine culturel et linguistique. L'offre culturelle, l'offre linguistique produit des locuteurs, produit des utilisateurs, entre guillemets, de la langue et de la culture. Et ça, c'est particulièrement vrai. Sur le plan du droit, on ne va pas refaire le débat. Il n'y a, vous le savez, qu'une langue officiellement en France, constitutionnellement reconnue. La France se met au banc des pays européens parce qu'elle ne ratifie pas les chartes et les textes qui reconnaissent d'ailleurs la langue comme un élément de droit fondamental. C'est un droit fondamental. Donc il faut bien que nous avancions dans l'attente d'une réforme institutionnelle et que nous, véritablement, que nous développions tous les outils nécessaires. Et je trouve que de ce point de vue, le rapport qui nous est présenté propose, et pour ceux qui n'ont pas lu le rapport, page 48, vous avez les orientations concrètes et les mesures concrètes que la Commission souhaite voir mises en œuvre. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de proposition. Dieber a questo rapporto in lei con ciò che molto di sicuro e di maniera veloce, in particolare io penso francamente incudino l'utilizzazione di nuove tecnologie, in particolare che lo sia un numerico di sicuro, ma di no l'ultime in materia di intelligenza artificiale possiamo utilizzare per la lingua. Ciò di noi che noi abbiamo e a so che a direzione di lingua va un desto senso, ciò di noi un desta nuova offerta si abbiamo appena di noi innovadore. Ciò mica sempre avere l'arnesi tradizionale, penso che sia un'idea da sviluppare e per compiere non l'ufficio di lingua. Non è mica una casa solo, che da gustare una fortuna. Abbiamo una rappresentazione dell'ufficio e della gente che è quella di 30 anni o 25 anni fa. Un ufficio di lingua, volesi una squadra di capitale umano con nuove tecnologie che è incapacità di mettere in ballo la politica linguistica che noi abbiamo deciso qui.
Die simbolico, die bera che die simbolica, ma la simbolica è importantissimo. Se lo c'è un ufficio di lingua, volesi che c'è un ministero, c'è un ministro di lingua, c'è una politica e c'è una volontà. E qui è normale, c'è l'agricoltura, c'è l'economia, il turismo, c'è un ministero di lingua e qui penso che Jean-Martin ed è tutti l'altra regione, se lo dirà bene, l'altra regione l'avrebbero già fatto, avrebbero già adobrato a nostra maniera di fare, di avere agenze, eccetera. Non hanno mica lo stesso statuto, a sapete. So di diritto comune, dunque una buona mica va. Ma badiamo un affare, e con il presidente alla riunione di Regione de France. Sapete, Regione de France, a cosa dicono? A più parte vogliono l'autonomia, vogliono parlare la sua lingua di no, per certo, che sono bilingue, e d'altronde vogliono uno DARC, l'altro giorno abbiamo parlato di l'agricoltura, e soprattutto questi organismi che pagano, organismi payeurs. Dunque, abbiamo a fare, forse che se non vediamo, se l'hanno appena più di decentralizzazione, domanderanno anche un ufficio di lingua. Ecco. Dunque, abbiamo bisogno, in tutti i casi, io verrò di campagna per l'ufficio di lingua. Ecco. Allora, signor Presidente, se ne è comunitato in inglese o in cinese, mi capite? C'è meglio in francese, mi capite meglio in francese? Vabbè, avete la parola, è meglio. Avete la parola. No, scherzo. Ringraziabi a tutte e a tutti. È un clima un po' affanoso a livello politico generale. Penso che questa discorsata gira la lingua ci dà assai ragione di essere ottimisti collettivamente. Prima buona notizia che il nostro amico Pedro Antonio è uomo, una sua via amica, complimenti. Secondo punto, voglio scherzando, sapete, riceviamo di voi i nostri dibattiti nanta a ufficialità dei fatti, riceviamo a poco presto tutte le settimane un po' di lettere e di mail di un associo di radio francese per l'avenir della lingua francese che ci minaccia di andare davanti ai tribunali. L'ultima volta hanno scritto, le titre c'est la présidente Maupertuis a encore violé la loi. Dunque, voglio dire a questa persona che ci sta assente, forse oggi il segretario generale, il presidente, che teniamo caro la lingua francese, di sicuro, e che la lingua francese faccia parte della nostra cultura, del nostro patrimonio, della nostra anima e di uno stress, e che a tempo teniamo caro la nostra lingua materna, la nostra lingua corsa, e il paradosso di l'attitudine di queste persone che ci scrivono, che a guardare durante internet l'oggetto di uso associo e di difendere la lingua francese e la pluralità linguistica. E non capisco mica perché chi vengono a cercarci non ha il fatto di parlare di modo naturale la lingua corsa e a tempo la lingua francese, e soprattutto che abbiamo fatto sforzi tecnici attraverso la traduzione, e ringraziare una volta di più la nostra squadra di traduttori e traduttrici, di permettere a tutti quelli che, per esempio, non capiscono mica il corso o non capiscono mica il francese, di avere una traduzione a tempo ai nostri dibattiti. Al di là di questi fatti, di sicuro un travaglione, dunque voglio ringraziare il Presidente Colonna, la Presidente dell'Assemblea di Corso, che ha permesso di mettere in ballo questa maniera di lavorare, e poi di noi tutti quelli che hanno partecipato ai vostri lavori, che li siano eletti all'Assemblea. Penso a visto nel vostro riassunto che c'era stato 25 riunioni, e so che parecchi di membri della Commissione hanno partecipato a tutte le riunioni, dunque proprio un lavoro di qualità, e penso che è un lavoro che giunge all'ora per rapporto alle nostre priorità. Perché
prima a maniera di lavorare. Bon, si tratta assai di una concentrazione troppo forte di potere nella nostra istituzione. Penso che ciò la rinforzare ogni volta che è possibile il funzionamento democratico, la respirazione democratica della collettività di Corsica e rinforzare la respirazione democratica della collettività di Corsica e di noi riconoscere all'Assemblea di Corsica un ruolo maggiore nel nostro funzionamento globale. È permesso dai desti e attraverso ciò che abbiamo fatto questissimo mandato di non una pratica istituzionale che va al di là di desti e posto chiaramente che normalmente a regola di funzionamento e che il Consiglio esecutivo acconcia i rapporti che sono trasmessi all'Assemblea di Corsica per modificazione, dibattito e voto. Che è di regola attraverso la nostra scelta per la lingua corsa abbiamo voluto lavorare di maniera sfarente, vale a dire che a parte di un stato di un consenso e anche di l'unanimità politica e societale in giro alla questione della lingua, non abbiamo mica voluto che la proposta iniziale venga solo dall'esecutivo. Ed è per questo che abbiamo mandato all'Assemblea di Corsica di mettere, se l'era da consento, è stato da consento, di mettere in ballo questa commissione ad hoc per a tempo interrogare e associare tutti gli attori della lingua, ma di noi per permettere all'Assemblea di Corsica di riflettere a ciò che la Ularia mette in ballo in termini di proposte per la nostra politica linguistica. E questa maniera di funzionare non esiste mica innanzi e penso che è un più e un bene per la nostra istituzione. Questo è il primo fatto. Seconda rimarca è di rispettato il fatto di lavorare all'infuria. E questo è importantissimo pure per rapporto ai nostri appuntamenti di riforma costituzionale. A Igo perché adesso c'è stato nella storia della nostra istituzione rapporti che hanno marcato i spiriti e le nostre decisioni. Per esempio, il rapporto di Uboaro Pierre Chaubon, della Commissione legislativa e reglamentaria, per esempio il rapporto e il lavoro di Pierre Gionga in giro alla lingua corsa a mandatura 2010-2015 e penso che questo rapporto aveva parte di questa lista e di questa tradizione di rapporti che hanno marcato la storia dell'istituzione. È stato avere già attraverso il rapporto della Commissione legislativa e reglamentaria per un statuto d'autonomia, veramente che è stato un travaglione che era già sotto la vostra autorità, la vostra direzione, ha permesso di associare tutte le sensibilità dell'Assemblea, ci ha permesso sul rapporto all'autonomia di interrogare territori, regioni, paesi che campano di voi parecchi anni l'autonomia e abbiamo avuto la dimostrazione che l'autonomia era di noi un mezzo di rispondere alle problematiche di tutti i giorni, economiche, sociali, societali, con progresso per la società concernata e sul rapporto ha permesso di noi di andare per i senatori e i deputati in una referenza scritta e Emma Valli stessa o in quella lingua corsa ed è importantissimo di poterla fare e diviene mica solo in l'unanimità dell'Assemblea che è già un fatto maggiore ma diviene di noi in l'appoggio e il sostegno della società corsa. È un appuntamento e io considererei come maggiore d'aprile per la revisione costituzionale. C'è da voler convincere nel progetto che abbiamo buttato e tengo a rispondere in qualche minuto a tempo a Josefa e a Jean-Martin e a Igo pubblicamente posto che a ripetere ai deputati e ai senatori che non conoscono mica forse la storia di un progetto di discussione. Quando è venuto in Corsica al principio del suo mandato, il presidente Macron ha incalcato un'epoca di cosiddette linee rosse, con Giulia Mica Franca, e aveva
considerato che un'epoca delle nostre rivendicazioni, e nostre, quelle nazionalisti, ma mica solo, quella di un popolo corso, quella di ufficialità, quella di un statuto di residente, erano referenze marcate politicamente e che in della logica di far rispettare una certa visione di uno Stato e di Francia, non ci voleva mica andare per queste nozioni. E poi dopo il presidente Macron ha cambiato per apportare la Corsica, ma era prigioniero e è stata presentata così in nostre discussioni. La sapete, posto che l'abbiamo avuto. Ci hanno detto, e ci ha detto il ministro Darmanin, a nome di un governo e di uno Stato, non possiamo mica rimettere in causa la parola di un Presidente della Repubblica, che non si può mica rignare, ma vogliamo e siamo pronti a avanzare di maniera concreta nella rivendicazione e ciò la trovo una maniera di presentare. E ciò che abbiamo fatto. Il popolo abbiamo considerato che era troppo difficile e l'ha ripetuto ieri e dico torna. Io penso che la nozione di popolo corso è una nozione fondiva per la nostra dimarcia e dunque c'è da voler trovare una maniera giuridica e politica di riconoscere il popolo corso. Non è mica in scritture costituzionali hanno proposto, mica noi, il governo ha proposto la nozione di comunità e Muetta all'epoca e quelli che erano in giro da Tavolino si ne ricordarono sicuramente che forse che la nozione di comunità per rapporto alla situazione francese aveva di più problemi che la nozione di popolo corso e ci ritroviamo a poco presto in questa situazione oggi a riconoscenza di un nostro popolo che è per noi un fatto evidente un po' mica essere fatta a nome di logiche comunitarie che minacciano la nazione e lo Stato francese. Che ho prima a fare? E la stessa per l'ufficialità. È stata detta da Don Giubi, veramente che non so di culla in Parigi per l'ultima riunione che ha sbucato nella scritture, un progetto di scrittura che abbiamo validato in quello Stato e che è stato votato. Abbiamo spiegato ciò che noi ricercavamo e quando abbiamo parlato di lingua corsa abbiamo scritto una dichiarazione solenne di 23 di Verradio 94 che è stata signata, cifrata pur dalla diritta all'unanimità fuori il senatore Panuzzi e Josefa che non ha mica partecipato al voto. Quando abbiamo parlato di lingua abbiamo detto in maniera chiara che per noi un progetto di scrittura costituzionale devia permettere di sbucare un statuto ufficiale per la lingua corsa, un statuto che garantisca non il territorio dell'isola di Corsica, che è due lingue, il corso e il francese, possono essere adoperate come lingue d'uso in tutti gli atti della vita pubblica e collettiva, a patte condizioni che sia assicurato l'accesso all'informazione pubblica per quelli che una maestra non mica una lingua o l'altra. Dunque eravamo in una definizione chiara di un statuto di ufficialità ed ufficialità e ma mantenne questa spiegazione e questa rivendicazione pur quando già da voler a spiegare non c'è mica per la gente. Noi non abbiamo mica andati a IGU di modo generale, d'aprile quando andremo a bere i deputati e i senatori e a spiegare perché chi un progetto di scrittura costituzionale ha ritenuto sul genere di redazione e gli stessi per lo statuto di residente. Per noi il progetto di scrittura costituzionale, la riforma costituzionale e lo statuto di autonomia bene devono permettere di consacrare attraverso, fra l'altro, la legge organica, lo statuto di residente in dominio fondario e immobiliario e l'ufficialità della lingua corsa. Dunque, è importante avere questo rapporto guardando ciò che ci aspetta in Parigi d'aprile. Seconda rimarca, passare da Uli a Uva. Femo, abbiamo fatto di poi 82 e rammentata, abbiamo fatto quando Pier Gionga era incaricato di questa questione, abbiamo fatto nel 2015 quando noi siamo giunti insieme e abbiamo cercato a fare in 2021 di più e meglio. Per qualche esempio, abbiamo creato le case di lingua e di lingue, abbiamo sostenuto
di modo più forte, tutti insieme, la Soggi, abbiamo sostenuto la creazione, abbiamo sostenuto la piazza di corso dei media, abbiamo votato un mese passato un regolamento per proporre ai comuni di ingaggiarsi nella salvezza e lo sparamento della lingua corsa, abbiamo adoprato il principio di stampiglia paese e città immersivi, dunque abbiamo fatto. Non abbiamo mica fatto abbastanza. E il gustato è che, malgrado i nostri sforzi, la nostra volontà politica, l'evoluzione generale della società corsa fa che, malgrado l'impegno dei militanti della lingua, malgrado la volontà, malgrado il fatto che i corsi siano di maniera ultramaggioritaria a favore della trasmissione della sua lingua, per un momento la nostra lingua continua a rinculare. E abbiamo fatto di noi, abbiamo contrattualizzato per la prima volta, abbiamo doppiato i crediti nel quadro di Giuseppe Vera, sapete, abbiamo messo in ballo un piano di formazione del primo grado, l'abbiamo passato nel secondo grado, abbiamo sostenuto di marcia associativa per scuola corsa l'insegnamento immersivo, ci ha permesso di sbucare una presa in conto dell'insegnamento immersivo in pubblico. Abbiamo cifrato un rettorato, una convenzione che ci ha permesso di formare 170 o 180 professori all'anno all'immersione, dunque non facciamo mica abbastanza. E è perché questo che ci ha passato da una politica di lingua a una politica linguistica. E perché so che permette di identificare, mi si pare, non sono mica un specialista, ma ho già ascoltato le vostre discussioni, ho letto ciò che era stato scritto. L'elemento decisivo di una politica linguistica è la pianificazione e di un ruolo della nostra collettività. E è per questo che abbiamo questa discussione non tra ufficio, mica ufficio. E io mi giro per di Jean-Martin e per di l'altro, in de quelli che non sono mica d'accordo sul stato di discussione, non tra la creazione di un ufficio. L'argomento di creare una struttura in più, siamo più in una logica di diminuisce che di allargare. Questo argomento positivo posso stare assente e scomparto di modo generale per il funzionamento delle nostre istituzioni. Dopo c'è stato Saverio che ha detto, quando sono andato una strada, mi si parla del capitolo, penso che il capitolo ci hanno detto, non è mica oggi bisogno di un ufficio, posto che siete in situazione di decisione, di responsabilità e basta a mettere in ballo una politica linguistica attraverso la vostra amministrazione, i vostri servizi e le vostre decisioni politiche. A ciò che ho capito di un rapporto e di scambi, mi si pare che lo ci sia una domanda forte di attori della lingua di avere un luogo perenne dove si possano trovare, cambiare e dove ci sia l'impulsione o l'iame tra tutti gli attori per verificare che questa politica linguistica si mette in ballo di maniera operativa. Di questo, d'après me, dove ci vorrà a riflettere. Per tutto il resto, c'è sul rapporto e con più gusti. Ora tocca al Consiglio esecutivo e penso che siamo esattamente in un senso di marcia che abbiamo iniziato insieme. L'Assemblea di Corsica, di modo, mi si pare, unanime, ha fatto un'epoca di proposte per passare da una politica di lingua a una politica linguistica. Primo appuntamento giunge a revisione costituzionale per avere un puntello di livello costituzionale per arraigare lo statuto della lingua. Questo è il primo fatto. Secondo fatto, passare dalla politica della lingua a politica linguistica in due. E come? Attraverso l'immersione della società, l'immersione alla scuola, farla di modo progressivo, cercando sempre a spiegare a gente che è una di marcia, mica di esclusione, d'apertura, di integrazione e di arricchimento della nostra società. Una volta che abbiamo fatto questo, io, con il Consiglio esecutivo, da qui a 3 mesi, penso, mi giro per il delegato generale e la direttrice, ne abbiamo parlato con il direttore generale dei servizi, da qui a 2 o 3 mesi, il Consiglio esecutivo ad arrivare davanti a voi dicendo ecco le proposte di pianificazione
come va a crescere i gradi, come va a riorganizzare la direzione della lingua corsa, come va a propone di mettere in piazza una formazione interna che permetta a tutto ognuno di crescere nel suo livello di maestria della lingua corsa, come va in un sistema educativo, come va in quei media, eccetera, eccetera. E se noi vediamo che noi franchiamo un passo di più, penso che ci saremo dati i mezzi di va che su punto, che è proprio un punto essenziale e a tutti i livelli, e pure per rispondere all'angoscia della società. Perché è vero che l'ha detto Nadine, non solo aggampiamo tutti i giorni e non possiamo mica mettere in ballo risposte che sono risposte di semplificazione, di gente ma cacciare gente, cioè le gente se ne va, non è mica così. C'è la facoltà di corsi il più possibile e gente che giungono qui e compiono su messaggio di speranza attraverso, per esempio, esperienze come case di lingue. Sapete che quelli che vengono dalle case di lingue ci sono i corsi, non parlano mica corso, e ci sono gli undici che giungono qui e che vogliono imparare il corso perché vogliono campare qui, vogliono i sovioli campesini qui, e si sentono come una parte di un nostro popolo. E per conto mio, questa visione ferma più che mai d'attualità, mica in un senso solo intellettuale, ma come vediamo per fare che se gente così che oggi non parlano mica corso, non parlano più, se ne sono scordato, si vergognano di parlarlo, come va perché questa lingua sia parlata e che la sia a testimonianza di un popolo arricchito e vivo. E così sia, ringraziabili. Presidente, dunque abbiamo compiuto l'esame di sto cartolare e io penso che ora ce la pianta perché so un'ora così ognuno vede ciò che la dava, ribiamo Badiai che a 2 ore e mezzo abbiamo una riunione di come si dice la questura, in italiano si dice la questura, a questura. L'Assemblée ne prend pas acte du rapport. Come? Point d'ordre. L'Assemblée ne prend pas acte. In Corsican language, please. L'Assemblea piglia atto così o no di un rapporto, signora Presidente. Anche se l'Assemblée a pris acte de ce rapport. Nous prenons acte de ce rapport en bilingue. Ecco, dunque c'è una riunione di questura a 2 ore e mezzo, una da essere tanto lunga, so 1 ora e 5, dunque, ma penso che devono lavorare, no? Possono cominciare, di a 2 ore? Ah, 2 ore, va allora. Allez, a 2 ore e mezzo. A 2 ore e mezzo qui, per l'assemblea. A 2 ore c'è a questura, da qui a 1 ora.
à travers une méthode d'expertise. Alors, au-delà d'un rapport technique, c'est le produit d'une politique de renforcement de l'évaluation et du contrôle de l'utilisation du denier public de la dotation de continuité territoriale sur l'exercice du service public. Et là, il y a eu quand même une rupture avec les temps passés, puisque je vous rappelle que ce genre de politique, notamment lorsqu'il y avait, on va dire, la gestion un peu chaotique et gabégique de la SNCM et CMN, n'existait pas, puisqu'on parlait souvent de surcompensation financière pointée du doigt par la Commission européenne, qui faisait d'ailleurs l'objet de possibles amendes sur la SNCM de l'époque, d'amendes à peu près de 240 millions d'euros, de recouvrements qui sont tombés suite à la rupture Corsica-Line, etc. Donc on voit bien qu'il y a eu des conséquences négatives et préjudiciables à une légèreté, voire à un détournement de la DCT qui a failli faire tomber le service public par le passé. Donc, muscler l'évaluation, le contrôle. Dans le cas de la DSP maritime, cette DSP maritime au même titre que de l'aérien qui a été reconnu officiellement par la Commission européenne, c'est un produit d'une politique d'évaluation qui nous permet de dire que nous utilisons le denier public évalué à des fins exclusives du service public. Et vous avez dans ce rapport, évidemment, le rappel des 5 lots de ligne maritime, l'attribution qui a été faite par délibération du 20 décembre 2022, qui a choisi les délégataires, avec le rappel des délégataires. Vous avez bien sûr le rappel de sur quoi se fonde en droit la possibilité de contrôle et d'évaluation par l'Office des transports. Donc c'est intégré à la CDSP, au contrat de délégation de service public, puisqu'on dispose d'un droit de contrôle sur l'exécution des prestations qui sont confiées au titre de la DSP 2023-2029. Il y a un rappel de l'article 45.1 de la DSP qui le permet. Et puis, il y a aussi le rappel quand même au code de la commande publique, l'article L3131.5, qui prévoit l'obligation pour un délégataire de service public, partout, et y compris ici, de produire chaque année un rapport qui comporte les comptes retraçant la totalité des opérations qui sont afférentes à l'exécution du contrat et du service public. Et puis, il y a la nécessité de communication de ce rapport à l'Assemblée délibérante. Donc, sur le contrôle financier, les articles 45.1 et 45.3 de la DSP permettent à la collectivité de Corse et à l'OTC d'organiser à leurs frais, comme ils l'entendent, l'audit pour vérifier les comptes du délégataire. C'est ce que nous avons fait. L'Office des transports, par délibération, le conseil d'administration a attribué à un groupement qui est cité Eurosif Corse Audit un marché d'audit comptable et financier qui porte sur l'analyse des comptes d'exploitation et le suivi de la compensation pour une période de 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Ça, c'est pour le marché. Mais évidemment, l'objet du présent audit concerne la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Donc, c'est une analyse des comptes d'exploitation et du suivi de la compensation financière, je le rappelle. Donc, le périmètre et la méthodologie de l'audit vous sont rappelés, mais ce qui est important de retenir, ce sont les points d'analyse et d'audit qui fondent la politique de la délégation de service public. Donc, évidemment, il y a ce qu'on appelle la réconciliation entre les coûts analytiques et la comptabilité, c'est-à-dire que la notion de l'analyse des écarts entre les coûts prévisionnels au départ, annoncés par le délégataire pour exercer le service, et puis les coûts effectifs réalisés avec les recettes effectives. Donc cette analyse d'écart est importante, puisque pour la faire courte, lorsque les recettes augmentent et que les clés de répartition permettent d'avoir une relativité des coûts par rapport aux recettes qui ont augmenté, il y a une restitution de deniers publics durant l'année à l'autorité concédante ou un non-solde de la subvention. Ça, c'est quand même important de le considérer, notamment sur la partie de ce qu'on appelle le service d'intérêt économique général, puisque le SIEG, le service d'intérêt général, c'est la partie des bateaux ou la partie de l'activité qui est strictement service public, puisqu'il y a une autre partie qui ne l'est pas, qui est commerciale au service public, qui est identifiée par des clés de répartition. Et les travaux d'audit permettent d'objectiver, d'identifier et d'expliquer les écarts. Vous avez évidemment un cadrage des recettes à l'aide des outils de gestion commerciale, puisqu'il faut, et bien sûr, confronter avec les données la qualité de l'ensemble des recettes et les données, entre les données de l'entreprise et l'audit réalisé à l'externe. Vous avez un cadrage de la grille tarifaire avec une extraction de la billetterie, puisque comme on finance des tarifs particuliers dans la DSP, tarifs à l'export,
export plus, où on finance notamment une baisse tarifaire hors taxe pour permettre un export, etc. Il faut bien sûr vérifier les données fournies par les compagnies pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et évidemment, je rappelle que dans la compensation financière de la dotation de continuité, vous avez 3 variables. Vous avez la compensation financière donnée par la collectivité sur l'exploitation, pour faire court, hein. Vous avez la compensation financière donnée sur l'investissement, essentiellement des dotations aux amortissements, donc sur la partie de navire, je fais court là aussi, qui est permis exercice public, et vous avez une contribution financière sur le carburant, qui est une contribution financière, je le rappelle, sur un prix capé, c'est-à-dire un prix d'engagement au début du contrat. Je simplifie mon propos évidemment. Lorsque le pétrole baisse, le carburant baisse, il y a restitution des sommes à l'autorité concédante. Lorsque le prix de carburant va au-delà du prix capé, c'est pour le risque et pour le délégataire. Il n'y a pas de somme payée par la quota. Donc il y a une gestion très rigoureuse sur cette question-là. On va y revenir parce que c'est important, notamment dans le débat actuel sur le carburant avec le gouvernement sur l'histoire des ETS. Donc vous avez 3 composantes et évidemment, ces composantes sont analysées en confrontation avec les écarts. Vous avez le rappel quand même aussi des modalités d'indexation, parce que c'est-à-dire que sont intégrées dans le contrat pluriannuel les modalités d'indexation de calcul de l'augmentation prévisionnelle des charges d'une année sur l'autre, avec l'équation qui vous est mise page 5. D'accord ? Donc je ne reviens pas sur l'analyse des charges de combustible, je viens d'en parler. Vous avez l'application des modèles de calcul aussi sur la compensation maximale lors des rotations supplémentaires, hein, dans des périodes identifiées, d'avril à juin, de septembre à octobre, de juillet à août, avec évidemment une description des compositions qui sont qui vous sont indiquées. Vous avez l'application de réfaction pour les traversées, quel que soit le motif, qui sont non effectués, donc qui font l'objet de restitution financière. Et puis, 2 autres points importants, surtout le point que je vais évoquer, c'est la vérification de la clause du bénéfice raisonnable. Et là, il faut quand même, encore une fois, je le répète, abattre un mythe. Les délégataires actuels, dans le cadre actuel des contrats d'élégation de service public, ne font pas d'argent, entre guillemets, ou de bénéfices sur la DSP. Ce n'est pas vrai. Et vous allez avoir un paradoxe, d'ailleurs, que je vais vous expliquer après, parce que c'est important de départ. Il y a des restitutions de sommes. D'ailleurs, ce contrat finit par des restitutions de sommes par rapport à l'analyse, alors que, par ailleurs, des compagnies, une des deux, est en situation financière globale très négative. Je parle de la méridionale, dans l'ensemble de ses activités, dans l'ensemble de son modèle. Donc, dire, on l'a entendu, que ces DSP ont été sur mesure pour permettre une politique entreprise ou à des consortiums d'entreprises de pouvoir faire du bénéfice est totalement erroné. Totalement erroné et démontré par les chiffres. Et les restitutions de cet audit le montrent, mais c'est un secret de polichinelle. Les audits en cours, qui viendront devant cette Assemblée, l'audit 24, le démontreront encore. Les cas entre le prévisionnel et l'exécution font que souvent il y aura des restitutions de sommes. Et puis vous avez donc la vérification générale de la clause de surcompensation, donc avec une confrontation évidemment des chiffres, des éléments financiers, des éléments de traversée en termes quantitatifs aussi. Je conclus pour être finalement assez court, parce que je vais juste passer les 10 minutes. Parce que je sais que vous avez eu de gros débats auparavant pour les avoir assistés qui étaient très longs et que la journée avance. Cet audit se conclut sur les 2 délégataires par des restitutions, donc je fais court, 3 millions d'euros à peu près pour la méridionale, 3 800 622 de restitution, et 1 100 000 pour Corsica Linea. Donc c'est le produit de l'ensemble des rapprochements et des écarts que je viens d'évoquer. Pourquoi un écart de 2 millions d'euros? Je devance peut-être une question qui aurait pu être posée entre la méridionale et Corsica Linea, parce que la méridionale, notamment du fait de son groupe financier actionnaire principal, CMA-CGM, a appliqué une méthode de rémunération du capital qui n'est pas conforme, ou du moins qui n'est pas celle,
choisis dans la DSP. Alors, certainement pour des raisons qui, par ailleurs, peut-être, d'un point de vue fiscal, dans l'ensemble du groupe et de ses filiales, est intéressante pour le groupe et ses filiales par ailleurs, mais qui, en l'espèce, en confrontation avec la DSP, fait que nous exigeons légitimement, par l'adoption de la rémunération de capital propre au contrat, à ce que l'on reste à celle du contrat. On ne va pas appliquer, sinon nous ne serions pas dans le cadre du contrat, on ne fait pas ce qu'on veut, le délégataire doit appliquer la rémunération comptable du contrat. Donc il y a une restitution en gros de 2 millions d'euros sur les 3 qui concernent cet état de fait. Et vous avez sur l'autre 1 million d'euros à peu près, l'ensemble des écarts constatés sont essentiellement du carburant, mais aussi une augmentation des recettes commerciales, des recettes en chiffre d'affaires qui relativisent les coûts d'exploitation, qui fondent la restitution du million d'euros de chacune des parties. Je m'arrêterai là pour la présentation. Je laisserai soin aux collègues de poser des questions et sur ces questions, je permettrai d'élargir mon propos au-delà du rapport lui-même sur la situation qu'on a évoquée sur les ETS, qu'on a déjà évoquée en question orale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Office des Transports. Donc, nous avons un avis du CESEC qui a été transmis, qui a pris acte donc de votre rapport avec plusieurs éléments des demandes d'information, pardon. Donc, ça, vous pourrez en faire état. Voilà, et il n'y a pas de commission qui a été saisie. Oui, alors je n'ai pas. C'est simplement des avis oraux. Voilà, c'est pour ça que je n'avais pas de rapport écrit. Donc, que nous dit la commission ? Merci. Donc, je passe la parole à qui veut la prendre. Oui, Jean-Michel Savelli pour On Sauve. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, Monsieur le Conseiller exécutif, bon, vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires, ce rapport démontre à partir d'un audit approfondi que les compensations de services publics maritimes ne sont pas totalement utilisées, notamment sur l'année 2023 avec un restitué qui se situe autour de 4,1 millions d'euros. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça prouve aussi que la situation n'est pas forcément si tendue qu'on pouvait le supposer à un moment donné, surtout au moment où se sont présentés les ETS qui effectivement vont générer un surcoût supplémentaire. Bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur ce rapport. On a eu l'occasion notamment d'en discuter lors du CA de l'Office des Transports. Moi, je voudrais revenir aussi sur un certain nombre d'éléments que nous avions avancés, notamment lors de la session de décembre, pour mettre un petit peu aussi, pour que la position de notre groupe soit un peu plus claire et pour pas du tout qu'il y ait de mécompréhension de la part des gens qui nous écoutent. Je voudrais revenir sur les ETS. Alors les ETS, justement en décembre, nous avions alerté sur les risques de contentieux juridiques si on utilisait ces rallonges de DCT pour financer ces surcoûts. D'accord ? Ça nous avait valu une réponse assez, je dirais, virulente, mais pas forcément, mais en tout cas de la part du président de l'exécutif, qui avait considéré que ça pouvait générer des doutes à un niveau plus élevé que la Corse. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, vous nous rejoigniez sur ce point. Effectivement, je crois que vous êtes d'accord sur le fait que les rallonges de DCT ne peuvent pas financer les ETS, les surcoûts d'ETS, sauf à les mettre en danger. Donc ça, c'est la première mise au point que je voulais faire par rapport à ça. Donc concernant le financement de ces surcoûts d'ETS, c'est pas la première fois qu'on vous préconise, qu'on vous propose une répartition des risques et des charges entre les différentes parties prenantes. Alors les différentes parties prenantes, il y en a 3. La compagnie, qui pourrait faire justement des économies, enfin en tout cas réduire ou verdir ses flottes de manière à réduire aussi les taux d'émission, et aussi par la mise en application d'une surtaxe qui est déjà effective aujourd'hui, avec 5 € sur des lignes principales et je crois savoir 8,50 € par mètre linéaire sur Porto Vecchio. Donc ça, c'est déjà en cours.
Et enfin, les clients. Alors, pourquoi je dis les clients? Je ne parle pas que du client final, je parle aussi des intermédiaires qui interviennent, je dirais, dans la chaîne de valeur globale, à savoir les transporteurs routiers, les distributeurs qui pourraient faire aussi leur part d'effort. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire ça va être une catastrophe, ça va augmenter les coûts à la caisse des supermarchés. J'ai fait une petite estimation. Si on arrive à faire cette répartition en 3 tiers, pour faire simple, avec un tiers qui reviendrait au client final qui serait évalué à 2,5 500 000 €, ça correspondrait à une augmentation des tarifs à la caisse de 0,1%. Pourquoi je dis ça? Parce que, également en recherchant un petit peu des chiffres au niveau de l'INSEE, on peut estimer aujourd'hui que la valeur marchande des produits qui sont transportés par les délégations de services publics sont évalués à 2,5 milliards d'euros. Donc on divise 2,5 milliards d'euros par 2,5 millions par 2,5 milliards, ça fait à peu près l'équivalent de 0,1% d'augmentation. Donc c'est aussi pour assurer ceux qui nous écoutent que forcément cette situation ne va pas forcément obérer leur revenu. Alors, je pense que cette solution qui serait globalement supportable par l'ensemble des acteurs doit être, je dirais, réfléchie un peu plus en avant. Autre chose que je voudrais préciser, c'est vrai que quand vous dites à Paris qu'il faut augmenter la dotation parce qu'il y a les ETS, finalement, cet argument-là, enfin, c'est un argument qui est quand même employé, il me semble, qui a été employé à plusieurs reprises. Je pense que cet argument ne vaut plus à partir du moment où nous-mêmes, on considère qu'on ne peut pas se servir de ces rallonges pour financer les ETS. Donc, il faut être clair ici comme à Paris, et je pense que vous l'avez été hier, puisque vous avez vous-même reconnu que ce n'était pas légal de s'en servir. Autre chose, sur le fond des rallonges du DCT, nous ne sommes pas contre. Une fois de plus, je le répète, si l'utilisation des reliquats générés se font dans le cadre d'une PPI qui peut servir justement à développer des infrastructures routières, etc., nous sommes favorables à ce que ces reliquats générés viennent aussi contribuer à améliorer nos routes et à finaliser les dossiers qui sont en cours. Donc sur ce point, je réitère ma demande aussi de pouvoir disposer d'un état périodique, alors ça peut être annuel ou biannuel, concernant les reliquats qui sont en cours. Ça permettrait justement que l'ensemble de cette Assemblée puisse disposer d'éléments tangibles pour savoir ce qui peut être affecté ou pas sur ces projets routiers. Enfin, un dossier aussi qui est important, qu'on a évoqué à plusieurs reprises, c'est le dossier des demandes d'exonération d'ETS. Alors nous y sommes plutôt favorables aussi, mais avec les mêmes réserves. Parce que ces exonérations d'ETS, il faut d'abord, savoir sur quel périmètre vont porter. Je pense que si on se focalise sur les compagnies de délégation actuelles, ça va forcément poser un problème de distorsion. Donc je pense que l'idée, ce serait peut-être de dire que toutes les compagnies qui opèrent à l'année dans le cadre d'OSP, avec contribution ou pas, pourraient être celles qui pourraient effectivement être éligibles à cette exonération. Ensuite, il y a aussi un autre risque. Et on l'avait évoqué lors du CA de OTC, c'est qu'on ne peut pas non plus être les mauvais élèves en termes environnementaux. On ne peut pas en même temps être exonéré des ETS et ne pas renforcer le verdissement des flottes. Sinon, on serait les mauvais élèves. Donc voilà en gros les quelques remarques et commentaires que je ferai par rapport à ce dossier. Et en conclusion, je pense que, honnêtement, vous avez, je pense, la DSP aujourd'hui est un peu plus sécurisée qu'elle n'était il y a quelques années. Là-dessus, il n'y a rien à dire, notamment à travers ces audits. Et ça, on vous engage à poursuivre dans ce sens-là. Et voilà, tout simplement, je vous remercie. Merci Jean-Michel. D'autres interventions? Oui, Mme Casanova. Merci Madame la Présidente. Alors, dans la continuité de l'intervention de mon collègue Jean-Michel, je voudrais rebondir sur l'autre pan de la DCT, c'est l'aérien. Alors, cet audit concernant la DSP maritime relève de l'article 45 des contrats de concession et l'exercice 2023 ne devrait pas être le seul à faire l'objet d'un contrôle. Siégeant depuis peu, je n'étais pas là lorsque la DSP aérienne a été conclu avec Air Corsica.
Je me demandais si elle avait lieu et si des contrôles pouvaient être réalisés. La compensation aérienne a également bondi depuis le dernier vote, puisque le bord à bord est passé de 48 millions à 57 par an depuis le renouvellement de 2024, et Paris de 41 à 65 millions chaque année, certes avec des rotations quotidiennes sur Calvi et Figari désormais. Donc chaque année, l'aérien représente 122 millions d'euros et il y a une révision à la hausse du prix des billets pour les usagers. De mémoire, la demande de compensation était de 74 millions avant décembre 2018, où l'Assemblée a voté le billet à 100 euros, faisant passer la consommation de la DCT à 84 millions par an. D'où l'intérêt d'avoir un contrôle similaire du délégataire pour vraiment aller dans le détail du service. Par ailleurs, j'en profite pour évoquer un sujet que nous avons vu au conseil d'administration de l'OTC et qui touche aussi à la continuité territoriale. La DGAC a sollicité l'Office concernant la rénovation des pistes d'atterrissage à Orly, dont les travaux vont perturber le trafic. Il est demandé à l'OTC de s'adapter et de moduler les vols, sachant que les travaux de la piste principale, la 0624, communément appelée piste 4 et très empruntée par nos lignes, dureront d'août à décembre 2026 avec une réouverture programmée le 16 décembre 2026, ce qui fait long. Et surtout, nous sommes dans un système encadré, la compagnie délégataire est liée par une DSP, avec un nombre de rotations, de volume horaire, etc. Alors, la question est, qu'avez-vous prévu de répondre pour concilier ces travaux impératifs avec le service public et l'application du principe de continuité territoriale? Août arrive vite et l'anticipation s'impose face à la saison aussi touristique qui se précipite. Voilà, je vous remercie. D'autres interventions? Non? Pas d'autres commentaires? Donc je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Jean-Michel Saville a abordé plusieurs points, bien sûr liés aux ETS, mais il a évoqué plusieurs aspects. Je vais essayer d'être le plus exhaustif que possible. Alors, je vais partir de la dotation de continuité territoriale des demandes d'évaluation. La demande d'évaluation, toujours par l'Office des Transports et la collectivité de Corse, a toujours été fondée financièrement, techniquement, sur les contrats tels qu'ils ont été élaborés et adoptés et par cette Assemblée de Corse, et donc les contrats ne prévoyaient pas les ETS, puisque les ETS, c'est une directive de 2023. Les délégataires ont répondu, notamment pour le maritime, je dirais en 22. On ne connaissait pas la modalité de calcul d'ailleurs des ETS. Et donc les rallonges chaque année qui font l'objet de batailles annuelles depuis 2022 ne sont fondées que sur l'indexation des charges d'exploitation du contrat hors ETS. Il n'y a jamais eu de justification en disant il faut rallonger parce qu'il y a les ETS. Ça, ce n'est pas le cas, et je vous rejoins. De toute façon, juridiquement, ce n'est pas possible, mais ça n'a jamais été le cas, parce que ce n'est pas le cas. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, récemment, il y a 8 jours, je l'ai évoqué lors de la réponse à la question orale hier, le gouvernement dit on a rallongé, il faut payer les ETS avec. Ce qui est une hérésie juridique, puisque ça ouvrirait le contentieux, et une hérésie financière, parce que la rallonge est faite stricto sensu que pour assumer les charges d'exploitation hors ETS du contrat. Et les implications en tarifs résidents, tarifs fret, etc. Donc ça, c'est important, c'est un point très important, et qui me fait réitérer ici le fait qu'on ne peut plus continuer comme ça. Je rappelle quand même, je l'ai dit hier, mais je le rappelle, que les négociations annuelles qui font l'objet plus ou moins de rapports de force annuels ont fait qu'on a eu des rallonges, mais on ne les a pas eues tout le temps. Il y a une année où on n'a pas eu de rallonge. Et l'année où on a eu peu de rallonge, quand il manque 40 millions d'euros,
Qui paye? C'est les reliquats de l'exécution de contrat de l'officier de transport, jusqu'à peut-être lui faire supporter un déficit annuel. C'est ça la réalité. Non, mais c'est ça la réalité. Lorsqu'une année saute, ça a été le cas, c'est 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, il faut les avoir en caisse. Il faut les avoir en caisse par une gestion prudentielle au cordeau d'exécution des contrats. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait des reliquats, ça me renvoie à la deuxième volet de Jean-Michel, les reliquats actuels, il y a eu des remontées en 25 OBS pour les investissements, mais globalement, les reliquats actuels, notamment les reliquats que je vais évoquer dans cet audit, c'est des reliquats prudentiels pour éviter la chute éventuelle d'une année sans DCT. Et ça, c'est extrêmement important par rapport à la situation dans laquelle on vit, où il faut sortir du cadre annuel pour un cadre pluriannuel enfin, avec une indexation, une pérennisation, qui évite ce jeu de yo-yo, puisque si nous avions 42,9 millions d'euros en loi spéciale, par exemple, ce qu'ils ont évoqué en loi spéciale 26, on attend définitivement le 49.3, là, le contenu pour la DCT. Nous aurions un déficit chronique pour l'année de 6 millions d'euros sur la DSP. Alors, on a des reliquats d'exécution qui permettent d'être à niveau, mais globalement, nous aurions un reliquat chronique de 6 millions d'euros. Oui, on va dire, oui, mais on peut cette année affronter. Oui, mais l'an prochain, on ne peut plus affronter. Et l'an prochain, c'est 27. Or, les délégataires dans le maritime, comme dans l'aérien, ils ont besoin de savoir. Parce qu'on compense l'exploitation, on compense de l'investissement, c'est-à-dire les évolutions d'investissement, ils ont besoin de savoir pour investir, pour assumer le contrat. Et ça, c'est un élément important de compréhension dont il faut que l'Assemblée s'empare et qui est un point de divergence majeur en l'état de la discussion sur les ETS avec le gouvernement. L'autre proposition de Jean-Michel Savé, c'est de dire le surcoût peut être réparti. Première remarque, de notre point de vue, je veux dire tout de suite, vous le savez, c'est la demande politique d'exonération. L'exonération, d'abord parce que des États ont fait en sorte que il y ait dans le considérant une possibilité d'exonération pour les îles de moins de 200 000 habitants. Ensuite, parce que l'État français membre n'a pas défendu son île et n'a pas regardé les ETS comme un problème avec son île, d'accord ? Classique, malheureusement, voilà. Et que d'autres États, comme l'État italien, veulent exonérer leurs îles, comme la Sardaigne, puisque je rappelle que la Confédération italienne des opérateurs maritimes nous a contactés et qu'il y a un lobbying commun qui peut être réalisé. Donc évidemment, je vous réponds tout de suite, si on exonère évidemment pas que les compagnies délégataires, on exonère des lignes régulières. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si on exonère, c'est aussi pour avoir le temps de créer un système vertueux. Et on préfère aller dans ce sens-là, même si j'entends votre demande de répartition de charges. Pourquoi ? Parce que si on va sur le terrain de la répartition de charges, il faut le consentement de l'ensemble des éléments de la chaîne. On n'a pas d'autorité, nous ne sommes pas autorité de régulation aujourd'hui, collectivité de Corse, office de transport, qui pourrait avoir dans une évolution institutionnelle une capacité de régulation tarifaire. Nous souhaitons l'être dans l'évolution institutionnelle. Mais aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, c'est que les factures ont été émises. 5 € le mètre linéaire sur le port d'Ajaccio et de Bastia, 8,50 € par la méridionale sur Porto Vecchio au long du temps de parcours et de navires. Ça crée une distorsion tarifaire sur l'ensemble de la continuité territoriale sur les marchandises, mais ça le crée aussi, on va quand même en parler, sur le passager y compris aérien. Je rappelle que 12 millions d'euros, c'est ETS pour les aériens aujourd'hui, qui se rajoutent aux taxes gouvernementales. 26 millions d'euros, c'est pour les deux délégataires. Et ça, c'est en l'état de quotas payants de tonnes au CO2 qui sont de 70 € la tonne. Sauf qu'on est déjà passé à 85 € la tonne. C'est-à-dire que le tarif au mètre linéaire, il est aujourd'hui à 5, mais il risque de monter à 8,50 € sur Bastia Ajaccio et risque d'aller plus loin à Porto Vecchio. Donc on est dans une dynamique inflationniste, exponentielle, qui est partie. Les transporteurs routiers, les chargeurs essaient de se dire comment je fais, je répercute à mon client, je change de port. Donc non seulement ça atteint le principe général, mais ça atteint la desserte, puisque ça désorganise la desserte, puisqu'on risque d'avoir malheureusement une désertion du port de Porto Vecchio pour la Bastia, et donc une désorganisation de l'ensemble du périmètre tel qu'il a été pourtant adopté par l'Union européenne et l'État. Donc il faut un stand-by, il faut une pause, il faut un arrêt. Sinon, on ne va pas pouvoir, maîtriser l'ensemble des éléments. C'est pour ça que j'entends ce que vous dites en sortie, mais globalement, aujourd'hui, le coup est parti. On a plus 13% en une remorque sur Bastia-Ajaccio, on a plus 30% sur Porto Vecchio, une remorque, entre décembre 25 et janvier 26. Plus 30%, plus 13%. Répercussion sur le panier de la ménagère, sur les prix de consommation
C'est à peu près 25% d'augmentation du coût à l'export pour les clémentiniers, pour les viticulteurs, pour les fromagers qui exportent, par rapport aux tarifs que nous avions faits. Donc on est vraiment sur quelque chose qui part là, qui n'est pas arrêtable. C'est parti. Et on risque d'avoir, y compris au niveau des entreprises de la distribution, de gros problèmes. Une grande enseigne qui a déjà, je ne tairai son nom, qui a déjà par ailleurs des gros problèmes internes de financiers et économiques, se rajouter 4 millions d'euros, parce que c'est le chiffre là concernant, de TS en répercussion, ça va être problématique, y compris pour l'entreprise, éventuellement d'un point de vue social. Donc ça, c'est le chose qui se déroule à vitesse rapide, concrètement, quotidiennement sous nos yeux. C'est pour ça qu'il faut exonérer. Et c'est pour ça qu'il faut faire entendre l'intérêt de l'île à Bruxelles avec un État qui, cette fois-ci, ne ferme pas les yeux. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'État n'a pas défendu la Corse, c'est qu'il n'a pas vu venir le problème. On n'était pas forcément peut-être une capacité de nuisance suffisante, je ne sais pas, quand on regarde comment ça fonctionne. Et deuxièmement, parce qu'il avait certainement d'autres choses à négocier avec Bruxelles, le paquet ferroviaire dans les transports, etc. Le fait est que c'est un sujet qui revient par la fenêtre parce que ça devient un sujet qui devient déstabilisant. Donc, j'entends ce que vous dites, mais je pense qu'il faut vraiment être ferme en convergence totale entre le monde économique et social. Et il y a une convergence aujourd'hui, le Conseil exécutif, l'Assemblée de Corse, les groupes, pour pouvoir arracher cette exonération ou à défaut, une compensation. Je rappelle que l'État italien a développé un crédit d'impôt investissement sur la décarbonation sur sa loi de finances, conjoncturelle, sur tous les opérateurs touchés, pour permettre une décarbonation en attendant d'avoir éventuellement l'exonération. Donc on parle de 30-35 millions d'euros là. Hein. On n'est pas sur, enfin je parle des délégataires un peu plus peut-être, mais on n'est pas sur... évidemment que dire ça suppose une loi de finances rectificative ou un sujet de discussion au fort. Mais je vous alerte encore une fois sur les effets destructeurs de ce volet. Donc, oui, il faut revenir sur une DCT réindexée pluriannuelle. Oui, il faut une exonération qui concerne l'irrégulière. Oui, il faut dire aussi que cette exonération pour nous pourrait être temporaire, le temps de créer un système vertueux de verdissement. Il ne s'agit pas de ne pas aller au verdissement, il s'agit de créer un fléchage qui nous permette de verdir et d'accélérer la maîtrise de l'outil naval ou les évolutions carburant durables dans l'aérien qui nous permettent d'être des bons élèves. Mais aujourd'hui, malheureusement, le système n'est pas vertueux, il est punitif pour toute la Corse. Et c'est ça la difficulté. Je vous remercie pour votre propos qui vise à dire qu'il y a conjointement une convergence sur le fait qu'il y a une sécurisation des DSP aujourd'hui par rapport aux périodes précédentes, mais et c'est vrai que ce rapport, cet audit le démontre. Il y aura l'audit 24 qui va arriver, il y aura les audits annuels qui seront présentés devant cette assemblée dans le maritime, et ça me fait faire la transition avec Mme Casanova. Oui, il y a le même système dans la DSP aérienne. Il y a des comités d'organisation de lignes et des comités environnementaux économiques qui challengent les délégataires tous les 3 mois, sur l'évolution des lignes, leur chiffre d'affaires, leur coût d'exploitation. Et à la fin, il y a un audit réalisé. Il y aura un audit présenté devant cette Assemblée pour les années de la DSP aérienne. Donc, pour les 2 compagnies et pour le groupement selon les lignes. Donc, vous aurez la même présentation. Ça se fait de manière analogue. Et c'est un des critères qui fait que la Commission européenne a validé. C'est une des justifications qui permet de ne pas aller à la surcompensation qui était vu comme un élément de sécurisation et que nous avons fait dans l'aérien comme dans le maritime. Donc il y a le sujet, il n'y a pas de sujet là-dessus, et vous serez saisi d'un prochain rapport en la matière. Donc ça, c'est un point important. Sur la question de l'augmentation des volumes de DCT dans l'aérien, je crois que c'était une de vos questions sous-jacentes, comme dans le maritime d'ailleurs, on est face à l'augmentation des charges d'exploitation dans l'après-Covid qui est objectivée, qui est fait l'objet objectivées dans les contrats aériens comme dans le maritime, et qui ont été reconnues, ces indexations, par l'État et l'Union européenne. Donc l'indexation des charges sur la pluriannualité du contrat sont aujourd'hui reconnues. Sinon, il n'y aurait pas eu reconnaissance par l'État et l'Union européenne. Donc il n'y a pas de choses cachées, ce sont des choses connues, débattues, qui ont fait l'objet de validation et sur le prévisionnel présenté. Voilà. Ce que l'on regrette dans l'aérien, et ça permet encore de le dire, c'est que si je me fais un petit focus sur l'aérien, vous avez parlé de notre capacité. La capacité pour nous, c'est d'agir sur le hors-taxe. Oui, nous avons baissé le tarif aérien. Le bord à bord était en 2016 à 80 € hors taxe. On l'a baissé à 47 € hors taxe aller-retour, ce
C'est une baisse conséquente quand même. Lorsqu'on a baissé à 47 € hors taxe en 2020, le TTC était à 99 € TTC. Je vous rappelle quand même qu'on payait les billets d'avion pour aller au bord à bord avant de 160 € le retour TTC. Hein. C'était 160 € le Nice-Marseille aéroport Corse. Hein. On l'oublie, mais on l'oublie. On est descendu à 99 € TTC. Sauf qu'aujourd'hui, par le truchement de décisions purement externes, la fameuse taxe solidarité billets d'avion qui était augmentée par le gouvernement, ce qui est un véritable scandale pour une île, qui fait qu'on est passé de 3 € à 14,8 € de rajout par aller-retour. Véritable scandale. Hein. La directive SAFE sur les carburants, non pas qu'on ne veuille pas non plus avoir des carburants durables, sauf que aujourd'hui, non seulement les carburants durables sont très chers, mais ils sont peu disponibles. S'ils étaient disponibles, il vaut mieux pour la compagnie, malheureusement, payer le quota que de payer le carburant. On en est là. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on se résume sur la période... Alors, je prends le bord à bord, 47 € hors taxe. Aujourd'hui, on a 129 €. Donc, il y a 82 € de redevances, de taxes, de directives SAFE et de ETS. Voilà. En gros, vous avez sur l'ETS, sur l'aller-retour bord à bord, c'est 12 €. L'inflation des taxes entre 2022 et 2025, c'était plus 20 €, les taxes externes. Voilà, ça c'est la réalité. Je fais un petit clin d'œil. On serait autonome pour l'exonération fiscale, on pourrait peut-être s'exonérer de TSBA. La réalité. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça ne veut dire que tout effort éventuellement demain de bonne gestion du contrat pour baisser le hors-taxe serait mangé par ça ne serait plus de sens. C'est les vases communicants. Et donc les vases communicants, ça veut dire qu'on est en pleine explosion du principe de continuité territoriale. 130 € le bord à bord. On n'est pas encore à 160 avant 2015, mais on va y arriver. 243 €, 244 € le Paris. Je rappelle qu'on a baissé le hors-taxe de 180 € aller-retour hors taxe en 2016, on l'a baissé à 132 €. Eh bien aujourd'hui, on était tombé à 190 € TTC, on est remonté à 240 à cause de ce que je viens de dire. Et ça, on parle de la continuité tarif résident, mais évidemment, l'augmentation des taxes impacte aussi les low cost, tarifs, donc la contraction touristique, qui deviennent des fair cost, hein, le prix augmente. Et en plus, comme il y a des comportements d'oligopole, de monopole sur certaines lignes, ils réduisent leurs sièges et ça fait augmenter les prix. Donc, on est vraiment sur une problématique de maîtrise des transports, de maîtrise de la fiscalité, de maîtrise de conforcement. Voilà, c'est pour donner un peu des éléments. Vous avez parlé de travaux à Orly. Alors oui, l'Office des transports participe à des travaux. Elle n'a pas, son avis est un avis parmi d'autres, malheureusement. Hein. Ce n'est pas un avis prédominant dans le contexte des gestionnaires de l'aéroport d'Orly. Mais avec les compagnies, Air France notamment, Air Course, il y a un combat qui est mené pour essayer d'adapter au mieux. Et ces réunions ont eu lieu depuis quelque temps déjà, hein, on n'a pas attendu aujourd'hui, hein, depuis des mois, pour adapter au mieux au cordeau et faire comprendre à ADP qu'il faut que le respect de la continuité territoriale et le respect en général de l'activité touristique d'une île. Donc ça fait l'objet, en task force avec Air France et Air Course, il y a de discussions, négociations très ardues, hein, très ardues, parce que nous n'avons pas de pouvoir prédominant, malheureusement, pas parce qu'on est continuité territoriale qu'on a prédominance, hein, c'est un jeu entre acteurs de négociation, et on espère avoir une minimisation des risques dans ce contexte de travaux qui nous est imposé pour l'activité touristique et pour la continuité territoriale. Donc je serai amené à informer cette Assemblée en temps voulu dès que la discussion sera terminée. Voilà ce que j'avais à dire. Il me semble avoir à peu près fait le tour du sujet sur la base des interpellations qui étaient celles de M. Savel et Mme Casalo. Je vous remercie. Diaby, merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Office des Transports. Merci surtout pour la précision de vos réponses. Donc, comme c'est une délibération, il va falloir voter. Il y a un doute de notre secrétaire général. Regardez la dernière fois. Serge Thom, il ne croit personne.
En fait, il s'appelle Serge Thomas Tomi. Et il est né le jour de la Saint-Thomas d'Aquin, vous voyez. En 1500, combien? C'est peut-être une prise d'acte, Madame la Présidente. Peut-être une prise d'acte. Hein. C'est une prise d'acte, excusez-moi. Oui, oui, je vous l'ai dit. Le code de la commande publique que je viens de voir, il a, M. Tom a raison. Donc, M. Tom a toujours raison. Je veux bien prendre acte. Voilà. C'est une prise d'acte. Voilà. Donc, nous prenons acte de ce rapport et sur cet audit. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir patienté parce que le rapport devait passer hier, il a été reporté, donc merci de votre patience. Bien, alors, je me tourne vers l'exécutif. What else? Donc, après le maritime, alors nous restons dans l'eau, mais l'eau douce, nous partons vers l'eau douce, donc l'eau, ressource très importante, d'ores et déjà, et encore plus à l'horizon 2050. Donc, c'est la présidente de l'Office hydraulique qui va nous présenter 2 rapports successifs. Donc, vous commencez par quel rapport? Le projet de territoire de la gestion de l'eau du Cap, puisque le deuxième rapport est un petit rapport justement sur un changement. Très bien. Vous avez la parole, Madame Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conseillers. Donc le PTGE Cap-Igourson, lancé en 2023 et porté par la communauté de communes du Cap-Corse avec l'appui de la collectivité de Corse, constitue un outil opérationnel de planification à l'échelle du Cap. Il a permis de réaliser un diagnostic partagé des ressources et des besoins à horizon 2050, d'identifier les vulnérabilités et de définir un plan d'action validé par le comité de pilotage en juin 2025. Dans la phase diagnostic, les constats territoriaux soulignent des contraintes fortes. Une ressource majoritairement issue de captage de sources avec peu de possibilités de stockage, des rendements de réseau globalement faibles avec des pertes proches de 40%, une population multipliée par 4 en été et des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Dans ce contexte, le PTGE organise la gestion de l'eau autour de 4 axes prioritaires, la sobriété et la maîtrise des consommations, le renforcement de la connaissance par la définition des volumes prélevables, la sécurisation par les interconnexions et l'exploration de solutions innovantes comme la réutilisation des eaux usées traitées. Ce plan d'action comporte 14 opérations réparties sur 15 communes pour un budget d'environ 3,6 millions d'euros sur 5 ans. Ce plan constitue une feuille de route stratégique centrée sur les actions les plus prioritaires, en particulier celles visant à résorber les déséquilibres quantitatifs par des interventions urgentes et ciblées. Il encourage également la mise en œuvre d'actions dites sans regret, telles que la mise à jour régulière des schémas directeurs et le déploiement de toutes les mesures favorisant les économies d'eau. Le plan s'inscrit dans une logique de complémentarité avec les autres démarches engagées sur le territoire, dans une perspective globale de reconquête progressive de la qualité des hydrosystèmes. Par ailleurs, il reste évolutif et pourra être ajusté lors des comités de suivi afin d'intégrer de nouveaux travaux en réponse à l'évolution des contextes et des besoins. Le PTGE Cap-Igourson illustre concrètement l'engagement pour une gestion durable et équilibrée de sa ressource en eau, en intégrant la connaissance scientifique, la planification opérationnelle et la mobilisation collective des acteurs locaux à Ringradiave. Merci, Madame la Présidente. Alors, il y a un rapport de Cédénat. Qui peut me dire ce qu'il en a été? Je suis là. Oui. Donc, la Commission a émis un avis favorable sur ce rapport. Non-participation des groupes Un'altra-strada, accord in fronte de Madame Josefa Giacometti Pireda. Absence du groupe Avancemo. Merci. Bien. Qual è chi vuole parlare di sto progetto? Ho Gabigorso, dite qualcosa? C'è mica Gabigorsini qui. No, non ne vedo più, non ce n'è mica.
Bon, Edouard Barreau, le Gauzy, non. PTGE, c'est un vaste chantier, on va dire comme ça, qui part de loin, qui part de l'ancienne mandature, parce que ça avait été voté, je crois, en 2018, en 2019, si mes souvenirs sont bons, avec des objectifs qui n'étaient pas forcément ceux d'aujourd'hui. Hein. Il y avait surtout une forte pression à l'époque en France, notamment dans les milieux agricoles, pour répondre à un certain nombre de problématiques qui aujourd'hui nous rattrapent aussi, notamment sur les effets assez conséquents du changement climatique. Et la Corse, malheureusement, est fortement impactée, comme tout le milieu méditerranéen, accru par le fait qu'on soit aussi une zone insulaire. Donc le CAP était dans... Alors, je crois que dans votre rapport, vous faites allusion aussi au plan de bassin d'adaptation au changement climatique, qui avait été voté, je crois, lui, en 2018. C'est ce qui préfigure, d'ailleurs, entre autres, dans la genèse, le Aqua Nostra, puisque c'était un constat qui avait été fait en collaboration avec l'Agence de l'eau, l'Université de Corse, qui était dans le coup aussi, les services de l'Office, qui avaient fait un travail aussi considérable à l'époque. Et on avait donc voté à l'Assemblée, je crois de manière unanime, justement ce plan de bassin, qui était un des premiers, d'ailleurs réalisé dans ce qu'on appelle la France, et qui posait, je crois, dans 13 régions, 13 zones, entre la Corse avait été découpée en 13 zones hydrographiques, peu importe, qui ne correspondaient pas au pointillé administratif, forcément, puisqu'il y avait des bassins versants. Et ces 13 territoires donc, avaient les uns et les autres des contraintes différentes, des attentes différentes, des aménagements différents à imaginer. Et dans ce constat-là, il y avait 4 zones, me semble, dans mes souvenirs, notamment, et d'abord le Cap Corse, et vous y répondez, mais aussi la Balagne, l'extrême sud, que vous connaissez, et après, suivant les saisons, la région de Bastia, qui était aussi assez limite en termes de nappes souterraines et donc d'intrusion saline. Et donc, les PTGE, c'était une réponse, normalement, donc, des territoires à leurs propres handicaps, à leurs propres contraintes. Ça répondait donc, ça balayait un peu avec la GEMAPI et tout le reste, l'ensemble de la question hydraulique, de la ressource, jusqu'à la réhute. Le CAP, moi j'ai juste une remarque sur le CAP, on ne rentrera pas dans le détail, je crois que c'est... Moi j'ai juste de petites critiques, mais ça c'est logique, je suis dans l'opposition, donc j'ai obligé de critiquer un peu. Et vous me le permettez, je le sais. La première c'est que, bon, là aussi, je pense que la mise en œuvre des PTGE... Alors, ça renvoie un peu à la question de ce matin sur la langue corse. Je crois qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'impalcadour, j'appellerais ça l'architecture, la machine qui permettent justement d'accélérer. Pourquoi je dis ça? Non pas pour fustiger votre travail, hein, mais parce que je pense qu'on prend du retard, beaucoup de retard. Vous le savez, on n'a qu'à voir les journaux du mois de juillet et du mois d'août. On voit très bien qu'on va revivre les scénarios dès l'été prochain. Là, il pleut beaucoup, vous avez vu, mais en termes de stockage, ça ne va pas se traduire par des miracles. Et on aura forcément l'été prochain, peut-être encore, des pénuries, des coupures et un jour zéro, comme à Johannesburg et à Rome. C'est-à-dire des coupures intempestives qui vont traumatiser encore une fois les populations, notamment la population corse avant les touristes. Tout ça pour dire qu'on prend du retard. Là, je crois qu'il y a un besoin urgent, c'est plus un conseil qu'une critique, hein, de muscler la structure eau, la mission eau, en tous les cas de la collectivité, qui, pour l'heure, de mon point de vue, n'a pas les moyens, je dirais, de répondre aux véritables objectifs. Je regarde la présidente et Corsica Prospettiva. Je crois que son document, il est parlant, il le dit aussi. L'enjeu de l'eau, c'est peut-être l'enjeu majeur de ce peuple pour les 30 ans à venir. Donc, PTGE,
très bien, mais il faut absolument accélérer et surtout répondre à toutes ces régions qui ont déjà des difficultés. Pour revenir sur le CAP, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est le fait que depuis 2 ans, 2 ans, il y a une unité de dessalement à Maginadio. Moi, je l'avais déjà dit, j'avais dit même au préfet, d'ailleurs, sous forme de boutade, c'est quand même extraordinaire de voir un dessalement à Maginadio au cœur d'un parc marin, parce qu'il y a de la saumure quand même qui se déverse dans la Méditerranée, et ce n'est pas forcément quelque chose de très vertueux. Ça, c'est la première remarque. Et donc, non pas pour critiquer le dessalement lui-même, parce qu'il va arriver ailleurs certainement, comme en Catalogne, comme en Italie, comme dans bon nombre de régions, comme en Malte, bien sûr, comme en Israël aussi. Mais je crois que c'est important de trouver tous les moyens possibles et imaginables. D'abord, vous avez évoqué la sobriété, les rendements, bien sûr, la réhute, et surtout le fait de trouver des ressources nouvelles. Ça fait partie du match, mais je crois qu'il y avait, alors moi je remets sur la table parce que vous l'évoquez dans le document et c'est intéressant, l'Aquadiniese qui a été il y a 30-40 ans un des objectifs de l'Assemblée de Corse, notamment d'y faire une retenue parce que c'est pratiquement l'un des 2 grands pourvoyeurs en ressources de l'extrémité du Cap. Et la Quadiniese, dans le Canostro, avait fait l'objet justement d'une proposition. Et aujourd'hui, la Quadiniese, c'est quand même pratiquement ce qui aide Ersa, Maginadio et Tumino, et par contre, même Meria, à passer l'été à peu près. Voilà, donc cette idée d'aménagement fort à mettre en place. Bon, c'était question de la saumure. Et après, bien entendu, il y a aussi, et vous l'avez souligné dans votre document, des problèmes de steppe qui se déversent carrément dans la nature. Et là, il y a aussi un effort, encore une fois, il n'est pas que dans le Cap Corse, un effort à porter en Corse sur la biodiversité, et éviter que ces steppes se déversent dans les rivières, en amont, en aval, peu importe. Je crois que aujourd'hui, c'est aussi un grand défi auquel on doit répondre. Encore une fois, donc, essayons d'y répondre collectivement avec, bien sûr, les communautés de communes, et surtout d'avoir les moyens et les ressources. Je reviens donc à ce que j'ai dit tout à l'heure, je radote sur la langue corse, des ressources humaines qui permettent, et une ingénierie qui nous permettent de répondre le plus possible, le plus vite, dans l'ensemble des communautés qui en ont besoin et sur l'ensemble du territoire corse. Voilà ce que je vais dire, donc sans aller plus loin. Merci. Ringraziati. Altre domande di parola? No? Allora, o Presidente, avete la parola? Ringrazia, oui. Oui, Monsieur Luciani, on est d'accord. Hein, c'est un outil très important pour trouver les consensus locaux et on s'efforce de le faire en temporalité le plus vite possible. Donc, on a le diagnostic et on a lancé le Cap Corse, c'est terminé. On a lancé le PTGE de Barachi. On va lancer au second semestre celui de l'extrême sud et on va relancer celui du Foumourbe. Donc, on y va. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc nous allons soumettre au vote ce projet, cette programmation, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons à votre deuxième rapport, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Alors c'est juste une adaptation. Hein. En fait, ce rapport, depuis 2018, l'Assemblée de Corse s'est engagée donc dans l'adaptation au changement climatique avec le plan de bassin d'adaptation au changement climatique, puis avec la mise en place des PTGE afin d'assurer un partage équilibré de la ressource entre les usagers humains et les milieux aquatiques. Toutefois, le retour d'expérience montre que la gouvernance actuelle des PTGE doit être adaptée puisque, notamment en raison de l'évolution du cadre juridique et du caractère désormais non obligatoire du transfert de compétences eau vers le bloc communal. La révision proposée vise à recentrer les PTGE sur la disponibilité réelle et objectivée de la ressource en eau, à renforcer la co-construction avec les communes et les intercommunalités et à garantir un ancrage territorial fort. Elle s'appuie sur une gouvernance clarifiée
et opérationnelle, articulant un comité de pilotage et un comité technique local, afin d'assurer à la fois la participation effective des acteurs concernés et l'efficacité de la mise en œuvre. Cette organisation est complétée par un comité consultatif territorial chargé de suivre l'ensemble des PTGE déployés à l'échelle du bassin et de garantir la cohérence d'ensemble, ainsi que la rigueur scientifique des démarches engagées. Cette nouvelle approche permet également d'accompagner l'ensemble des territoires corses, qu'ils soient déjà en tension ou non, dans une gestion durable et solidaire de l'eau, en intégrant les enjeux du petit et du grand cycle, la résilience climatique et le soutien aux projets structurants locaux. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Donc, il y a un avis de la CDNAT. Merci. Avis favorable. La parole est à qui la souhaite? Non. Bon, oui, c'est pas grand-chose. Voilà. Ah ben, il y a quand même une demande de parole. Oui, Monsieur Panzani. Merci, Madame la Présidente. Oui, Madame la conseillère exécutive, je pense qu'il faut intervenir sur ce rapport parce que c'est certainement une adaptation, vous avez raison, mais j'ai le sentiment que ça va plus loin qu'une adaptation. Ça, je pense, hein, c'est une étape assez importante, voire décisive, de la gestion de l'eau que vous nous proposez dans votre rapport. Et ça rejoint quelque part, alors, certains, ça peut conforter, mais ça va plus loin que ce qu'évoquait Saverio Lucian sur effectivement le travail qui est entrepris actuellement par le service eau de la collectivité, par la collectivité et par tous nos outils. Donc on est aujourd'hui donc dans une étape, je disais, décisive qui montre que certainement on va franchir qualitativement une étape importante pour cette gestion. Alors il y a d'abord le contexte effectivement qui est important et qui a été évoqué également tout à l'heure par vous et puis également par Saverio Lucian. Les épisodes de sécheresse successives entre 2022 et 2025 ont déjà mis sous tension plusieurs territoires insulaires et confirmé la vulnérabilité de nos ressources et rendu indispensable cette adaptation que vous venez de nous proposer. En fait, vous préconisez un changement d'échelle de notre action publique. Et il ne s'agit pas simplement d'ajuster nos outils, mais d'assumer pleinement un choix politique, faire de l'eau un bien commun, gérer de manière solidaire, planifiée et territorialisée à l'échelle de la Corse. Parce que si la ressource manque et continue à manquer, il va falloir évidemment trouver par d'autres méthodes la manière de gérer ce bien qui se raréfie. La délibération proposée s'inscrit, mais tout à l'heure, ça avait rappelé toute l'histoire, dans la trajectoire définie par le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux ou du rapport sur la politique de l'eau qui date de 2023, qui affirmait la nécessité de régler et de partage de la ressource. Elle vise évidemment à consolider le PTGE comme un outil central de gouvernance territoriale en mobilisant toutes les ressources humaines disponibles sur les territoires définis, avec l'implication de tous les acteurs, donc dans les collectivités communes, intercommunalités, dans un cadre clair de partage des informations, de décisions opérationnelles à caractère stratégique, pour bâtir de véritables projets de territoire. Cette délibération s'attache, je crois, à travers, quand on lit tout le rapport, s'attache en effet à atteindre ces objectifs et à restaurer et à préserver les équilibres entre les usages de l'eau et la ressource disponible qui nécessite une mobilisation forte de l'ensemble des acteurs. Et le PTGE et la gouvernance que vous proposez offrent certainement un cadre pertinent pour assurer ces équilibres et promouvoir une gestion partagée dans une démarche alors ascendante
où vous privilégiez l'intelligence collective propre à chaque territoire pour promouvoir et construire un programme d'action. C'est pour ça que c'est un choix politique majeur, sous l'égide de la collectivité, de ses services, mais c'est aussi une démarche, une méthode de travail novatrice et innovante, car on l'a vu dans les tensions qui surviennent parfois dans les territoires, on en connaîtra d'autres, dans les situations de crise, le retour d'expérience montre que sans gouvernance claire et sans ingénierie de proximité, l'outil reste peu lisible pour les élus, pour les acteurs, pour les partenaires associés au projet, et que souvent, ces stratégies sont difficilement appropriables par les territoires. L'escompte de l'Aqua qu'on a tenu avait effectivement mis en évidence cette faiblesse dans les décisions et l'opérationnalité qui est comblée aujourd'hui par cette dimension participative que vous nous proposez, qui vise à mieux reconnaître la place des communes, des intercommunalités dans la définition et le suivi des projets. Cette gouvernance territoriale rénovée, spécifique à chaque PTGE, donne du sens et du corps à la notion et à la pertinence du territoire, où l'ensemble des parties prenantes est représenté. C'est en fait un espace citoyen qui a été évoqué hier dans le rapport de la présidente, qui a été également un petit peu évoqué aussi sur les questions de la langue corse. C'est un espace citoyen et une amélioration de la démocratisation de la gestion du système. Donc une amélioration de la gestion de la ressource en eau qui passe d'une logique parfois trop experte à un partage en plusieurs cercles, tel que j'ai lu votre rapport, exerçant dans ces cercles soit certaines des compétences techniques, soit des responsabilités d'élus, des responsabilités d'usagers également, et puis des acteurs socio-économiques. On a vu l'importance des acteurs socio-économiques dans les tensions que nous avons vécues, afin de garantir d'une part la légitimité politique, et puis de garantir l'efficacité opérationnelle des décisions. Tout à l'heure, vous avez évoqué le PTGE de Barachi. J'ai eu l'occasion d'y participer, vous m'y aviez invité, et cette démarche qui a été expliquée au PTGE de Barachi par les services, qui a été expliquée aux participants sur les terrains, on a saisi, mais alors immédiatement, l'intérêt d'une telle gouvernance dans le partage des rôles, le partage des informations, pour répondre de la manière la plus souple et adaptée à la diversité et à la spécificité de chaque territoire. J'étais personnellement impressionné par la réponse des élus qui étaient sur le terrain, qui ont apporté au service des informations, et on avait besoin de cette convergence des différents acteurs. À cette occasion, je veux saluer effectivement les services de la collectivité, acteur central qui impulse ce dispositif pour le travail accompli, et qui ont porté une attention toute particulière à expliquer en quoi la qualité de la gouvernance mise en place allait être bénéfique pour tout le monde. Cela est particulièrement visible quand il faut partager un diagnostic et élaborer des projets. Et puis après, je voudrais dire aussi, c'est pour ça que ça me paraît d'avoir une dimension politique très importante, dans le dispositif que vous proposez, je pense qu'il y a un des acteurs de la collectivité également qui est un atout pour nous inestimable. Je parlais évidemment de l'Office hydraulique. Je pense qu'il joue déjà aujourd'hui un rôle de soutien aux territoires déficitaires en ingénierie technique, financière, et en accompagnant évidemment justement des projets multi-usages. Il bénéficie auprès des autorités d'une expertise reconnue, car il est à la fois maîtrise d'ouvrage des grandes infrastructures hydrauliques, il vient souvent
en appui technique des communes rurales et il est opérateur de délégations de services publics, ce qui est important dans notre stratégie de services publics en eau potable. Donc, un aménageur du territoire avec le PTGE de nos politiques publiques. Il peut être un acteur décisif dans la mise en œuvre opérationnelle. Parce que quand on a une gouvernance de ce type que vous nous proposez, quand on a autant de cercles qui vont fonctionner pour faire converger toute une série d'informations et d'éléments, ensuite il faut passer à la phase opérationnelle. Et effectivement, là on a un outil qui peut nous permettre de rendre le système de gestion en eau beaucoup plus efficace. Voilà pourquoi nous pensons qu'on dépasse certainement un simple ajustement des outils actuels et que ce texte, il engage notre responsabilité collective pour sécuriser l'eau aujourd'hui et puis surtout transmettre demain un patrimoine hydraulique plus robuste, plus résilient et plus juste aux générations futures. La politique de l'eau, et le PTGE en est un exemple, est un levier structurant de l'avenir de la Corse, de son modèle de développement, de son projet de société. Et c'est pour cela que le groupe FAPOPOULO est enthousiaste aux propositions que vous nous formulez. Merci. A ringraziarvi, le peuple FAPOPOULO, vous êtes enthousiaste. Hein? Moi, j'ai trouvé, je me permets, je ne le fais jamais, mais je trouvais remarquable votre intervention qui nous permet en fait d'apporter aussi un élément complémentaire à Jean-Michel Savelli, puisqu'hier Jean-Michel se posait la question de l'articulation entre les décisions que nous prenons au T et la nécessité de les adapter. Là, effectivement, il y avait déjà des décisions qui avaient été prises en matière de gestion de l'eau et depuis un certain temps, mais avec la pression du changement climatique et de la raréfaction de la ressource, on a la politique qui est amendée aujourd'hui pour pouvoir coller en termes de gouvernance aux réalités de cette gestion. Donc on voit bien qu'on est en capacité d'adaptation réellement sur le plan aussi de la politique publique. Donc merci beaucoup. Saverio Luciani, vous vouliez rajouter quelque chose? Il a parlé plus que vous. Il a parlé plus que vous, donc vous bisquez. Je suis flatté, donc je vais répondre. Voilà. Je ne veux pas remercier pour l'ensemble de la communication. Non, juste quelques points comme ça, parce qu'on continue à en parler. Mon collègue a évoqué le plan eau 2023. C'est Paris qui dicte tout ça. C'est pas Ajaccio, c'est pas Bastia, c'est Paris qui et ce qui se passe sur ce rapport-là, c'est Paris qui nous demande encore de le faire. Sauf que la gouvernance de la Corse, c'est la collectivité, c'est pas le préfet. Voilà. C'est la seule différence, elle est là. Sinon, on est dans la même machine. Qu'il n'y ait pas d'inquiétude là-dessus. Deuxième point, je veux quand même attirer votre attention. Tant pis, hein, puisque je ne voulais pas le dire, mais il y a, vous savez combien de PTGE ont abouti en France? 72. En marche, aujourd'hui, il y en a 137. Vous savez qui a le record des PTGE en termes de zone, en termes d'agence de l'eau? C'est l'agence Rhône-Méditerranée. Je ne dis pas la Corse, parce que la Corse, c'est Cap Corse, c'est plus un ou deux engagés. 80 projets. Donc c'est vrai que ça avance hein, ailleurs. Donc il faut que ça avance aussi ici. Quoi. Ça, et après, il y a la Loire-Bretagne et le bassin Adour-Garonne. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des zones en tension, comme la Corse. Sauf que nous, encore une fois, je le dis, j'insiste non pas pour... je n'ai pas de fouet, hein, mais je veux dire, c'est important. Et je le dis en tant qu'élu de terrain, parce que je m'occupe aussi de l'eau dans mon intercommunalité, puisqu'on travaille sur la GEMAPI notamment. Et vous savez que le Sud-Aube est une zone assez particulière, à plusieurs titres. Donc, c'est important qu'on puisse accélérer tout ça. Pourquoi? Parce que, et je souscris, hein, il y a la question de la sobriété qui est importante. Aujourd'hui, on doit consommer moins et consommer mieux. Et la question des fuites, des réseaux fuyards. Il y a des zones où il y a 50%, voire 60% de fuites. Je ne parle pas uniquement, je ne parle pas de réseaux agricoles, je sais, mais même ailleurs, hein, je vous rassure. En Sardaigne, par exemple, qui est pris comme modèle, on est dans la même situation. Il y a la question qu'il faut accélérer, que l'Office avait pris en compte à Bonivage en 2018-2019, c'est la réhute. La réutilisation des eaux usées, parce que
à un moment donné, on a le choix. Après, on peut dessaler. Mais dessaler, ça coûte des sous. En termes d'énergie, la Corse est déjà en situation de tension. Si on y ajoute en consommation la question du dessalement, vous allez voir ce que ça va coûter en électricité. Le prix du mètre cube, ça va être du whisky, ça va peut être de l'eau, hein, à mon avis. Après, la question aussi, et là je crois que vous avez fait un effort et il faudra continuer avec l'agence de l'eau, c'est la question des redevances, de cette réforme des redevances. C'est important ça. Et surtout enfin parler du payeur qui sera forcément à un moment donné le pollueur, sinon on ne va pas s'en sortir. Et après, bien entendu, et je reviens et je rebondis donc sur l'exposé de mon collègue, très intéressant au demeurant, hein, parce qu'il y a pas de régions qui sont sous tension aussi, et je pense qu'on partage le même souci, parce que l'effet ciseau, il va revenir hein, très rapidement, mais sauf que l'effet ciseau ne va pas revenir que dans l'extrême sud, comme cette année, il va revenir dans le Cap, il va revenir peut-être chez nous aussi. On est sûr maintenant qu'on est à l'horizon 2030 dans une zone de turbulence où si on se retrouve, je le répète pour la 40e fois, imaginons un scénario avec 2 étés successifs de sécheresse, on se retrouve dans une situation qui est de type palestinien. Voilà, je caricature sans les images. Hein. Je caricature parce qu'on est dans une zone où on va compter les litres d'eau par personne et par jour. Ça, c'est le scénario 2050, si tout va bien. Donc, important de muscler la gouvernance, mais encore une fois, je crois que ce qui est important, la prise de conscience, le combat culturel est gagné pour tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, l'important, c'est l'accélération. Et malheureusement, là aussi, la vraie question, c'est la question des financements et des ressources humaines. L'ingénierie, et tu en as parlé, je crois que c'est important. Le fait d'avoir des équipes dans les régions pour muscler tout ça, il faut répondre rapidement. C'est un combat contre le temps qui n'attend pas longtemps. Sinon, l'agriculture, pour la première, va être tout de suite sinistrée. Voilà. Je m'arrête là. Merci en tous les cas pour l'échange. Merci. Pas d'autres interventions ? Bien, Madame la conseillère exécutive. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie Jean-Paul Panzani pour son intervention et Monsieur Luciani. Oui, il fallait réadapter par rapport à la compétence surtout des intercos, puisque quand ça a été monté en 2018, oui. Donc avant, il y avait un comité technique régional sans acteurs locaux qui validait le périmètre et le diagnostic avec un copil. Et maintenant, il y a un copil avec les élus locaux qui valide le périmètre et le diagnostic et le plan d'action, un comité technique local pour produire les documents et un comité de suivi régional, vous l'avez compris, pour assurer la cohérence à l'échelle régionale. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Donc on soumet à votre approbation ce rapport. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour, le rapport est adopté et avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un mot qui restera. Bien, merci Monsieur Panzani. Donc nous avons, si je regarde mon planning, un rapport sur l'énergie, la modification du code de l'énergie. Je crois que c'est Monsieur Paolini qui va le présenter. Je vous en prie, vous avez la parole. Le rapport 20. Oui, merci. C'est un avis en fait. Voilà, oui. Merci Madame la Présidente. C'est en effet un avis relatif au projet de décret qui porte modification de la partie réglementaire du Code de l'énergie relative au schéma de raccordement des énergies renouvelables, qui est plus connu, en tout cas plus connu pour les professionnels du secteur des énergies renouvelables, sous l'acronyme S3R ENR. C'est un schéma qui est important, notamment puisqu'il permet de renforcer l'ensemble du réseau insulaire pour permettre aux énergies renouvelables de se développer. Ce décret, malheureusement, on a été saisi que tardivement par le préfet de Corse sur ce projet de décret, puisque le préfet nous a saisi en date du 21 janvier 2026, et ce qui explique
que l'Assemblée de Corse a été saisie dans l'urgence de ce projet de rapport sur l'avis du décret, puisqu'on avait seulement un mois pour remettre notre avis et vu l'importance stratégique de ce secteur pour la Corse, on souhaitait de pouvoir avoir ce débat en séance plénière plutôt qu'en CPD s'il y a une commission permanente délibérante au mois de février. Donc comme vous le savez, le contexte, c'est la Corse qui s'est engagée notamment à travers sa programmation pluriannuelle de l'énergie dans une trajectoire très ambitieuse en matière d'autonomie énergétique à l'horizon 2050. Et pour atteindre l'autonomie énergétique, l'un des piliers essentiels, au-delà des économies d'énergie, c'est le développement des énergies renouvelables. Donc un développement massif des énergies renouvelables, électriques et en particulier du photovoltaïque, qui est déjà une filière qui est très dynamique en Corse, où on a des entreprises de très bonne qualité dont le rayonnement vient bien au-delà d'ailleurs des frontières de notre île. Et donc le photovoltaïque constitue un enjeu essentiel pour notre territoire, à la fois en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement de l'île, mais également pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, notamment au fioul, et pour répondre aux enjeux climatiques. Aujourd'hui, cette filière connaît des difficultés, notamment pour trois raisons principales. Premièrement, une incertitude persistante concernant le calendrier des appels d'offres photovoltaïques dans les ZNI. Donc, la Corse fait partie des zones non interconnectées, au même titre que les îles des DOM-TOM. Et donc, le manque de lisibilité sur les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie fragilise aujourd'hui la filière. Deuxième raison d'inquiétude pour cette filière du photovoltaïque, c'est la saturation progressive de certains postes sources, et notamment dans le secteur de la plaine orientale, donc Saoué le sait, Jean-Noël également. Aujourd'hui, les projets photovoltaïques, que ce soit au sol ou même des petits projets en toiture, ne peuvent plus se faire, je dirais quasiment de bigouille à guisonnage, en raison de la saturation des postes sources. Et donc, un certain nombre de projets sont aujourd'hui, ce qu'on dit dans ce secteur-là, en file d'attente d'un renforcement des postes sources. Renforcer un poste source, c'est une opération complexe, coûteuse, qui généralement nécessite plusieurs mois avant de pouvoir être mis en œuvre. Et donc, on a besoin aujourd'hui, dans certains secteurs de l'île, de renforcer ces postes sources pour permettre le raccordement des projets d'ENR, quels qu'ils soient, mais notamment des projets photovoltaïques, puisque c'est aujourd'hui la filière principale. Et enfin, dernier point, c'est l'absence d'un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le fameux S3RENR, pleinement opérationnel. Aujourd'hui, on a besoin d'un schéma de raccordement qui nous donne, je dirais, une vision en matière d'aménagement des réseaux à moyen terme. Donc, bien sûr que ces trois points-là fragilisent nos objectifs qu'on s'est fixés ensemble dans le cadre de la PPE adoptée en mars 2023. Et au passage, je rappelle qu'on a voté la révision de la PPE en mars 2023 et que nous sommes toujours dans l'attente du décret d'application de cette PPE qui doit être pris par le gouvernement. Donc on a alerté à plusieurs reprises les ministres successifs sur la nécessité d'avoir ce décret, notamment pour permettre aux porteurs de projets, aux entreprises du secteur, de pouvoir réaliser leurs projets et sécuriser les investissements. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir ce schéma, notamment dans le contexte où, bien sûr, il y a des pressions foncières et immobilières fortes, notamment sur les terres agricoles. Donc ce S3RENR, c'est un outil structurant de planification des investissements du réseau, indispensable pour augmenter les capacités de production. Sa révision a été engagée par EDF, donc c'est EDF qui est le porteur de projet de ce schéma-là. Et il est indispensable pour lever les blocages dont je vous ai parlé et raccorder les projets qui sont en attente. Ces travaux sur le schéma vont prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui besoin de ce décret-là qui va nous permettre de gérer la période entre aujourd'hui
et l'adoption définitive du schéma. Et donc, c'est dans ce cadre que le préfet nous a saisis pour qu'on donne un avis sur le projet de décret qui porte modification de la partie réglementaire du Code de l'énergie relative au schéma de raccordement en ZNI. Donc, ce décret, qu'est-ce qu'il permet? Il introduit un mécanisme qui permet, durant la période transitoire, entre aujourd'hui et le futur schéma, qui sera bien sûr présenté à l'Assemblée de Corse, même s'il est sous maîtrise d'ouvrage EDF, afin de réaliser des travaux d'investissement par anticipation du schéma, et notamment dans tous les endroits où les postes sources sont saturés. Donc, réaliser les investissements de besoin pour accorder les projets qui sont en voie de finalisation. Donc, dès que ce décret sera adopté, on l'espère très prochainement, après que l'Assemblée de Corse se soit prononcée et donner son avis, on pourra réaliser des travaux de renforcement dans la limite de 100 MW. Alors, 100 MW, c'est quoi? 100 MW, c'est à peu près la puissance aujourd'hui de la future centrale du Ricante. C'est pas rien, 100 MW. Hein. La centrale du Ricante, pour rappel, c'est 130 MW, la future centrale du Ricante. Là, on est, grâce à ce décret, un renforcement des postes sources saturés, donc pour schématiser, 3 ou 4 postes sources entre Bigoulia et Solenzar, qui sont aujourd'hui saturés, qu'on va pouvoir renforcer à hauteur maximum de 100 MW. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 100 MW de travaux, mais potentiellement, on peut faire, grâce à ce décret, 100 MW de travaux de renforcement de réseau pour permettre de libérer un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui totalement bloqués dans les tuyaux. Et avec une quote-part également, là aussi, maximale. La quote-part, c'est ce que vont payer les entreprises pour ces renforcements de réseau, fixé au maximum à 124 500 €. 124 500 €, c'est le montant de la Martinique. La Corse ne sera jamais à 125 000 € de quote-part. Pour les entreprises, on sera bien en dessous, mais on peut aller au maximum jusqu'à cette quote-part-là. Voilà ce qu'il y a dans ce décret. Donc, bien sûr, ce décret présente de nombreux avantages. Donc, vous avez compris que le Conseil exécutif est favorable à la publication de ces décrets et on a pesé très fortement pour qu'ils sortent dans les meilleurs délais. Et c'est le cas aujourd'hui, même si on attend toujours celui de la PPE également avec impatience. Et on fait quand même, malgré donc, cet avis favorable, bien sûr, on vous propose un certain nombre de modifications qui sont précisées dans le rapport. Donc 4 niveaux de modifications qui sont proposés sur ce décret. Tout d'abord, un délai maximal de 2 ans pour engager la révision du schéma. Donc le décret actuel proposé par le gouvernement propose 4 ans. On trouve que c'est un délai qui est un peu long pour engager les révisions à chaque fois qu'un nouveau schéma est abordé. Donc on propose 2 ans. C'est le même délai que celui de la France sur ce type de schéma, plus 2 ans pour son élaboration. Ensuite, on propose de renforcer le rôle de la collectivité de Corse sur la gouvernance du schéma. Aujourd'hui, la collectivité de Corse n'est associée que pour avis, avis simple. On propose qu'elle puisse être associée au même titre que l'État, par l'intermédiaire du préfet, et donc que le président du conseil exécutif soit associé au même titre que le préfet dans l'esprit de la PPE, qui est collaboré, comme vous le savez, avec l'État, et qu'on aille au-delà d'un avis simple de la collectivité, mais bien d'un avis conforme, et donc ça nécessite de modifier un certain nombre d'articles, en ajoutant aux côtés du préfet le président du conseil exécutif en qualité de représentant de la Corse. Et enfin, dernier point de modification qu'on vous propose, c'est d'assurer l'articulation entre le schéma et les compétences de la collectivité de Corse, notamment les compétences en matière de cartographie de zones d'accélération des ENR. C'est une compétence nouvelle, notamment suite à la loi APER, qui a été confiée à la collectivité de Corse. Et donc, il y a la nécessité entre, je dirais, la cartographie des zones d'accélération des ENR et la réalisation de ces schémas, notamment dans un souci d'aménagement du territoire. Alors, les objectifs, ils sont majeurs. Et ensuite, simplement sur les délais, des délais un peu plus longs pour que la collectivité de Corse puisse donner son avis. Là, on nous propose 1 mois pour donner notre avis. On voit bien dans quelle situation on est, à saisir l'Assemblée de Corse en urgence. 1 mois, c'est trop juste. Donc, on demande des délais de 2 mois pour remettre l'avis de la collectivité de Corse sur ce schéma.
Les enjeux, ils sont très très importants hein, pour la filière, bien sûr, des énergies renouvelables, pour l'autonomie énergétique de la Corse, mais aussi en termes d'aménagement du territoire. Beaucoup de projets ces dernières années, et vous le savez, se sont faits en plaine orientale. C'est pour ça que les réseaux aujourd'hui sont saturés en plaine orientale. Les projets ont probablement consommé des terres agricoles et des terres à fort potentiel agricole, puisqu'ils se sont souvent faits sur des terrains plats, en bordure de route, où c'était les plus faciles à faire. Ils ont aussi parfois été contraires aux dispositions de l'urbanisme, notamment de la loi littorale, puisque normalement on ne peut pas faire de champs photovoltaïques en loi littorale en discontinuité, il faut les faire en continuité de l'urbanisation, et on sait qu'en continuité de l'urbanisation, les terrains sont potentiellement constructibles, et donc c'est très difficile de faire des champs photovoltaïques. Et puis également, il y a eu des évolutions réglementaires, et aujourd'hui, la Chambre d'agriculture a des prérogatives en matière de définition des zones d'accélération des énergies renouvelables, et donc il faut qu'on ait un travail conjoint entre les compétences de la collectivité de Corse, celle de la Chambre, les acteurs, pour avoir, je dirais, un schéma qui est un schéma aussi avec une vision politique en matière d'aménagement du territoire et s'assurer un équilibre de déploiement des énergies renouvelables partout sur les territoires et pas uniquement en plaine orientale, mais que ça puisse bénéficier aussi aux territoires de montagne et de l'intérieur, par exemple, mais pas seulement. Donc voilà tous les enjeux qui sont devant nous, mais ça on aura l'occasion bien sûr d'en reparler au moment du travail qui vous sera présenté sur le S3 RENR. Donc EDF est en train de travailler dessus, l'agence y participe, les services de l'État y participent. On viendra dans quelques mois devant vous pour vous donner un rapport d'information et d'orientation sur les principaux choix techniques qui sont aujourd'hui sur la table. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller exécutif et président de l'AUE. Juste, je précise que c'est un rapport qui est présenté en urgence suite à la saisine tardive, il n'y a même pas une semaine, par monsieur le préfet. Donc, je vais vous demander d'abord de voter l'urgence avant de vous donner la parole pour ceux qui le souhaitent. Donc, qui est contre l'examen en urgence, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Donc, nous pouvons continuer nos débats. Jean-Michel Savé, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, c'est vrai que c'est un rapport qui était intervenu assez tardivement, donc j'aurai en même temps des questions et des commentaires. Effectivement, sur les commentaires, vous êtes mieux placé que moi, mais les retours que j'ai, c'est que sur la plaine orientale, ça devient très compliqué, pour des tas de raisons. Bon, il n'y a pas de connexion au débit, je dirais, enfin pas au débit, mais à la haute tension, pardon, et ça complique beaucoup de choses. En revanche, il y a eu beaucoup de photovoltaïque, mais il y a beaucoup d'agrivoltaïque qui est en train de se pointer, enfin, entre guillemets. Et c'est vrai que bon, ce sont des projets qui sont un peu plus vertueux, y compris sur du vitivoltaïque, mais bon, il faut aussi laisser les choses se faire. Donc c'est vrai que ce problème de connexion est aujourd'hui entre Luciana et Ghisonaccio, c'est parce que Luciana a la station qui permet une connexion quand même à haute tension assez facilement, mais dès qu'on franchit le Golo, ça devient compliqué. Alors moi, une question que j'ai, c'est que est-ce que les quotas qui sont aujourd'hui fixés par la Creux vont rester ceux qu'ils sont, ou est-ce qu'à travers ce décret, les quotas de part, voilà, est-ce qu'ils vont rester ceux qui sont, parce qu'ils sont aussi relativement faibles aujourd'hui? Est-ce que vous allez avoir à travers ce décret la possibilité de modifier, de réviser ces quotas? Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a un autre problème, et là, vous l'avez évoqué, c'est le fait de la temporalité de ces adaptations au niveau des lignes. Ce qui est important aujourd'hui pour des acteurs qui sont dans le photovoltaïque, c'est justement de pouvoir conclure au moins une promesse de bail. La promesse de bail aujourd'hui, c'est l'élément déclencheur qui permet à des sociétés de PV d'intervenir, en tout cas de s'investir sur le long terme sur des projets comme ça. Donc est-ce que ça c'est intéressant ce que vous avez dit, c'est que vous dites que parallèlement on pourra travailler aussi sur des projets en attendant que ces connexions haute tension soient faites. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, ah oui, il y a aussi un point, et là je fais appel aussi à votre compétence et à votre action auprès des communes. Les communes sont quand même relativement frileuses par rapport à ces projets. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le problème des PLU, les classements en zone PV, etc., qui ne sont pas toujours évidents. Et ensuite, ils savent qu'à la fin, il y a quand même la sanction de la CTP-NAF qui peut intervenir. Et cette sanction-là, c'est vrai qu'elle est parfois... Enfin, les décisions sont parfois étonnantes et font qu'il y a quelques acteurs qui, à la fin, ne s'investissent plus et évitent justement de tomber à un moment donné sur le coup de cette CTP-NAF. Je veux dire par là, est-ce que l'AUE et la politique aujourd'hui de la
de votre politique, est-ce qu'elle est aussi d'aller vers une forme d'artificialisation liée à l'installation de parcs photovoltaïques? Voilà, c'est un peu quelques questions, mais finalement, à la fin, ça fait pas mal de choses à voir. Merci. D'autres interventions? Non. Donc, Monsieur le Président, vous allez pouvoir répondre. Merci pour question technique et stratégique également. Hein. Tout d'abord, en effet, sur la question de la lisibilité à offrir aux acteurs de la filière, c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est notamment là-dessus qu'ils nous sollicitent. Et donc, on a besoin de leur dire comment, dans les années à venir, on va pouvoir développer les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque et où. C'est pour ça qu'au niveau de l'agence, on est en train de travailler, et on pourra vous la présenter bientôt, à une cartographie qui recense toutes les zones où potentiellement on pourra faire du photovoltaïque, commune par commune. Et on sera en capacité d'aller même jusqu'à l'échelle parcellaire pour pouvoir qu'un maire nous dise demain, en effet, cette zone, mais le propriétaire, on peut l'avoir, non, là il y a trop d'indivisions, etc., etc. Donc une cartographie qui sera très précise et qui exclut de fait tous les espaces où il y a des contre-indications. Contre-indications liées à la loi littorale, contre-indications liées aux espaces stratégiques agricoles, aux espaces environnementaux, etc., etc. Donc ça, c'est un travail qui est aujourd'hui très avancé. En parallèle, la Chambre mène également un travail, puisqu'elle s'est fait confier un certain nombre de prérogatives pour définir des espaces où ça serait autorisé, où elle considère qu'on peut autoriser des projets, notamment de photovoltaïque au sol, dans les secteurs, je dirais, agricoles. Aujourd'hui, donc on va pouvoir offrir avec à la fois les grandes orientations du schéma, les endroits où on va renforcer les postes sources, à quel niveau on va les renforcer, et le foncier disponible, une lisibilité parfaite aux acteurs pour, je dirais, les 10 ou 20 prochaines années. D'autant que dans le projet de PPE sur lequel on est en train de travailler, c'est-à-dire pas celui qu'on a voté en mars et dont on atteint le décret d'application, la nouvelle PPE, on veut passer de 500 MW d'énergie renouvelable à 1000 MW. On veut faire le grand saut en multipliant par 2 les puissances de raccordement et le schéma va pouvoir le permettre. En tout cas, les travaux préliminaires qu'on mène avec EDF et les services de l'État vont pouvoir permettre ce doublement de la puissance d'énergie renouvelable de 500 MW à 1000 MW dans les années à venir, dans l'objectif d'autonomie énergétique. Donc ça, on va avoir d'ici le courant de l'année 2026 une lisibilité parfaite pour les acteurs, et je le rencontrerai d'ailleurs très prochainement, notamment le syndicat des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a des projets qui ont des permis de construire, qui ont parfois des tarifs de rachat de la Creux, donc c'est-à-dire qui ont passé toutes les autorisations administratives possibles et imaginables, mais qui sont aujourd'hui bloqués, et ça représente environ, allez, on n'est pas loin de la centaine de mégas. Donc on a vraiment besoin de ce décret. Et nous, on a écrit à plusieurs reprises, on a alerté, etc. On a vraiment besoin de décrets pour que EDF puisse engager les travaux, mais forcément, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que c'est quand même, ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même des travaux qui nécessitent un certain nombre de franchir un certain nombre d'étapes. Est-ce que nous, on est pour l'artificialisation des sols ? Bien sûr que non, vous le savez. Hein. Vous nous écoutez souvent prendre des positions, d'ailleurs, parfois on n'est pas d'accord. La question est de savoir est-ce que ça c'est considéré comme une artificialisation ou pas. Alors, ça dépend. Si on regarde la nomenclature du ZAN, etc., on pourrait considérer que c'est une forme d'artificialisation. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui sur le photovoltaïque, et ce que dit également la Chambre, c'est qu'on ne peut plus continuer sur la même trajectoire qui a été celle des 15 ou 20 dernières années, c'est-à-dire essentiellement sur des terres agricoles, essentiellement sur les terrains plats et essentiellement en plaine orientale. Il y a 100 mégas en file d'attente, 88 mégas, je crois exactement, en file d'attente en plaine orientale. Et il n'y a rien ailleurs. Enfin, pas rien, mais pas grand-chose. Et il y a plein de postes sources en Corse aujourd'hui qui ne sont pas saturés. Donc, on ne va pas dire du jour au lendemain, il y a tout qui s'arrête, il faut tout revoir, etc. Mais on dit, commençons d'ores et déjà à travailler
pour pouvoir faire du photovoltaïque ailleurs sur le territoire, en zone naturelle. C'est réversible, hein. Les panneaux, on peut les mettre, mais on peut les enlever aussi. En zone naturelle, mais également dans des zones déjà artificialisées, notamment en toiture et notamment dans un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui, ça peut être des anciennes carrières, ça peut être des parkings, etc. etc. Donc, sur les deux volets, et bien entendu, l'agri-photovoltaïsme, là, il y a encore une question, mais je crois qu'il faut qu'on travaille avec les agriculteurs, il faut qu'on travaille avec la Chambre. On voit en effet un certain nombre de grands projets sortir de terre, mais je veux dire, aujourd'hui, l'agri-photovoltaïsme, ça ne peut être qu'un revenu complémentaire pour un agriculteur. Ça ne peut pas devenir l'activité principale d'un agriculteur avec des projets qui viendraient, je dirais, saturer complètement les capacités. Je veux dire, qu'on ait plusieurs petits projets agri-photovoltaïsme pour que, justement, chaque agriculteur puisse avoir un complément de revenus, mais on ne peut pas demain, sur un secteur en particulier ou pour un agriculteur, avoir des projets à plusieurs dizaines de mégas qui viendraient complètement saturer cette filière-là. Donc il faut qu'on travaille, et notamment avec les partenaires que sont la Chambre et les entreprises du secteur, pour avoir un développement harmonieux de cette filière. Et il y a quand même du potentiel, mais pour quel type d'agriculture? Aujourd'hui, on ne pense pas que pour les filières végétales, par exemple, ce soit adapté. En tout cas, c'est ce qui semble sortir des premiers travaux qu'on a pu mener, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà rapidement les principaux éléments de réponse que je peux vous fournir à ce stade. Ringraziabile, Presidente, per le vostre risposte. Dunque, a metà uodu staviso non tasto progetto. Qual è chi è contro, qual è con bodemica, astensione, qual è chi voda pro, tutto il mondo. Dunque, abbiamo l'unanimità, a ringraziabili tutti. Penso che i cartolari e l'opinione, la UISI di un consiglio esecutivo sono tutti basati. Io voglio mettere a uodu l'attestazione d'autorizzazione per prolungare i dibattiti per via di un lavoro di personale. Dunque metto a uodu questa derogazione. Chi è contro, chi s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Donc la dérogation pour ton travail est adoptée. E ora passiamo a mozione. Alors, nous avons... Mamma Presidente, scusate, mi pare che ci fa una piccola interruzione di seanza per la mozione di Corinne Front e Nanta Ugrus. Ah, d'accord. Perché chi ci ha lavorato torna appena a scrittura. Perché vuole dei passaggi tasera? Io pensavo che la rivertia in commissione un'altra volta. Dopo forse ad essere lungo, da qui a aprile. Allora, no, possiamo fare un'intervenzione, una sospensione, non c'è mica un problema. Di noi, se la da dura assai, se noi possiamo continuare a lavorare qui in l'altra mozione e passare all'altra mozione frattempo. E poi dopo di noi abbiamo una commissione permanente. In commissione permanente si possono passare in mozione se volete. Qui non c'è mica un problema. Dunque, per me fate come volete, ma se può partire tutti a qua, non ne avremo più. A dritta sono scappati, non c'è più niente. A dritta non c'è più e domando d'altronde chi lo giudica una verificazione di Ugo Rom. D'accordo? Ci arrivi a... Mais à quel niveau? Eh bien, tu l'as...
ci la fa un'interruzione. On fait une interruption de séance, on va discuter de notre organisation. C'est, voilà, je pense, c'est nécessaire. Tu veux intervenir sur quel sujet? Alors vas-y, tu as la parole. C'est interrompu là où... Non. Madame la Présidente, je voudrais juste avoir une précision sur l'organisation, parce que j'entends qu'il y a une demande de suspension. Je veux dire, dans quel cadre? Il y a eu une motion qui a été déposée, qui a été discutée en amont. Moi, je voudrais juste savoir là pourquoi il faut retourner, avoir une précision à ce niveau-là. Et je dirais... Bon, c'est bien pour ça, alors, merci, c'est bien pour ça que je demandais une suspension de séance pour que nous nous expliquions sur le pourquoi du comment et non pas avant des répondent en direct. Donc, suspension de séance, s'il vous plaît, vérification du quorum, parce qu'au moment où on se parle, nous avons le quorum, mais c'est pas non plus fantastique ou enthousiaste, puisque c'est le mot à la mode. Donc, interruption de séance, c'est coupé ? Depuis ce matin. Ça aurait dû être réglé depuis ce matin. Voilà. Allez, on reprend. Nous sommes connectés, hein, je crois. Bien. Donc, on est à l'examen des motions. La première motion, donc, c'est celle qui va être présentée par Paula Mosca concernant l'agriculture.
et la crise agricole, puisqu'on a eu plusieurs manifestations déjà, et la reconnaissance des spécificités corse. Ça va être d'abord là. Donc, à travers cette motion, nous voulons d'abord témoigner de notre soutien aux agriculteurs et aux éleveurs corses. Donc, rappeler que l'agriculture corse n'est pas une activité comme les autres. Elle est le pilier de notre économie, un rempart contre la désertification de nos villages, un élément central de notre identité collective. L'agropastoralisme façonne nos paysages, nos savoir-faire, notre alimentation et participe directement à notre souveraineté alimentaire, enjeu stratégique pour un territoire insulaire comme le nôtre. Or, aujourd'hui, nos agriculteurs font face à une accumulation de crises, revenus insuffisants, hausse continue des charges, complexité administrative excessive, pression foncière, effet du changement climatique et crise sanitaire répétée. À cela s'ajoute un contexte français et européen défaillant, marqué par l'incapacité des gouvernements successifs à apporter des réponses durables, lisibles et adaptées aux réalités des territoires. Pour la Corse, la situation est encore plus critique. L'insularité, le surcoût structurel, la dépendance logistique et la faible structuration des débouchés locaux rendent nos exploitations plus vulnérables que partout ailleurs. C'est pourquoi les politiques agricoles pensées depuis Paris ou Bruxelles, sans réelle prise en compte de nos spécificités, atteignent aujourd'hui leurs limites. Donc cette motion porte donc sur une exigence forte, à savoir que la Corse puisse concevoir et piloter sa politique agricole, notamment à travers une délégation pleine et entière à l'ODARC du volet Corse de la PAC. Il ne s'agit pas d'un privilège, mais d'une nécessité pour garantir des dispositifs cohérents, efficaces et adaptés à notre réalité. Nous affirmons également notre opposition ferme à l'accord Mercosur, qui ferait peser une concurrence déloyale sur nos filières au mépris des normes que l'on impose à nos producteurs. Et enfin, nous demandons à l'État d'assumer pleinement ses responsabilités, sécuriser les revenus agricoles, simplifier les procédures, indemniser rapidement et justement les pertes liées aux crises sanitaires et mettre fin à des décisions brutales comme l'abattage systématique de troupeaux lorsque des alternatives existent. Soutenir l'agriculture corse, ce n'est pas regarder vers le passé, c'est faire le choix d'un modèle de développement maîtrisé, respectueux de notre terre, de ceux qui la travaillent et du peuple qui y vit. C'est le sens de cette motion et je vous invite à l'adopter. Merci. Ringraziabi. Qual è chi voleva a parola non sta mozione? Donc, Nimo. Voyez, il y a due parole, non so mica in carica di l'agricoltura, dopo domanderemo usaïsu au presidente di l'ODARC. Bon, l'agricoltura oggi, come sapete, è sotto una pressione scema di regolamenti noi, al di là delle condizioni di produzione che noi conosciamo, e ne abbiamo parlato anche ieri, con il cambio climatico, eccetera, eccetera, que ce soit le Mercosur d'un côté, que ce soit de l'autre la prochaine PAC, il est évident qu'il y a une inquiétude qui est très très forte, indiscutablement, dans le monde agricole, ailleurs, mais en Corse en particulier, puisque nous pourrions être atteints par des modifications de la politique agricole commune. Et je pense que le président de l'ODARC pourra vous expliquer cela mieux que moi, et nous œuvrons effectivement ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une prise en compte de nos spécificités. Merci pour cette motion. On demande l'avis donc de l'exécutif. Favorable. À ce que j'ai dit. Favorable aussi à ce que j'ai dit, Monsieur le Président. Très favorable. Bon, je suis très contente. Ringraziabi. Donc, voilà. Donc, bon, en tout cas, on rit, mais on sait que ce n'est pas forcément facile du tout, sur le terrain. Ecco, dunque, abbiamo messo questa mozione. Qual è chi è contro? Qual è chi vota mica? Astensione. E qual è chi vota pro? Tutto il mondo vota a pro. Ringraziabi. Allora, io d'altronde voglio presentare una mozione non da Groenland, da situazione pessima
di Groenland che è sotto pressione non solo di un cambiamento climatico, ma di una parte madino che è sotto pressione a sapere di americani e di quello presidente Trump che fa assai parlare di lui, sti carchidampi. Bien évidemment, vous connaissez les menaces qui pèsent sur le Groenland. Aujourd'hui, il y a un élément essentiel qui risque d'être remis en cause, c'est le droit international. Or, le droit international n'est pas une option. L'intégrité territoriale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne se négocient pas, ne s'achètent pas et ne se marchandent pas. Les propos et les visées du président américain remettent directement en cause d'abord la Charte des Nations Unies et les résolutions, Madame Fazzi, et les résolutions aussi fondamentales sur l'autodétermination, ainsi que l'ordre international issu des négociations consécutives au conflit donc armé de la Seconde Guerre mondiale. Le Groenland, de plus, n'est pas un territoire qui est disponible, et ils l'ont dit et proclamé de manière très très claire. D'abord, c'est une nation insulaire, autonome, dotée d'institutions démocratiques, reconnue aussi comme un peuple, avec un peuple autochtone, 47 000 habitants, pour la plupart inuits, qui ont leur propre langue. Et l'autonomie institutionnelle du Groenland résulte d'un choix démocratique, négocié évidemment avec l'État souverain qui est le Danemark. Cela a été consolidé par un référendum en 2008. Et aucun acteur extérieur, quel qu'il soit, même pas l'Union européenne, ne peut remettre cela en cause. Donc, menacer d'acquérir un territoire ou d'imposer une tutelle relève d'une logique qui, pour moi, est impérialiste et qui est complètement dépassée. Le monde de 2026 ne peut accepter la façon dont fonctionnaient les États impérialistes au XIXe siècle. L'annonce américaine, c'est non seulement une provocation diplomatique, c'est surtout une attaque grave contre un peuple qui a clairement exprimé son refus. Plusieurs États et l'Union européenne, bien sûr, dont fait partie le Danemark, ont envisagé une réponse ferme, mais au-delà de ça, c'est la crédibilité de l'ordre international qui est en jeu. Cette motion, donc, au-delà du Groenland, bien évidemment, parle de la défense des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes partout dans le monde. Voilà, je ne lis pas toute la motion, sauf si vous y tenez, mais je pense que europhiles comme nous sommes et surtout soucieux de la liberté des peuples à pouvoir s'autodéterminer, je pense qu'il était important de manifester notre soutien à ce peuple. Et je me permets de vous dire qu'il y a de très belles émissions sur le peuple inuit qui passent actuellement sur des chaînes, alors évidemment pas forcément celles que regarde à peu près tout le monde, mais qui sont vraiment très touchantes, très touchantes et très fortes. On a l'impression des fois qu'on retrouve nos propres mots, nos propres paroles. Voilà, c'est un peuple de la glace qui non seulement voit la glace fondre, les animaux mourir, mais qui risque aussi de perdre tout simplement aussi son sous-sol, ses ressources halieutiques et sa terre, et disparaître, parce qu'ils vont disparaître dans ces cas-là. Voilà. Donc, je demande son avis à l'exécutif sur cette motion. Avis favorable, bien sûr. Deux mots, mais vous l'avez dit. C'est sûr que l'évolution du monde et du contexte international nous oblige à réinterroger, y compris notre vision de l'inscription de la Corse dans son environnement géopolitique et géostratégique global. On ne peut pas penser, y compris l'autonomie aujourd'hui, comme on l'a pensé encore il y a 15 ou 20 ans. Bon, les relations internationales, ça a toujours été des relations qui ont été marquées par... caractérisé par les rapports de force. Mais là, on est vraiment dans une logique d'impérialisme, impérialisme des États-Unis, impérialisme de la Russie, impérialisme de la Chine, des puissances émergentes, y compris l'Inde, une Europe qui peine
à se faire respecter et entendre sur la scène internationale. Et donc la Corse, elle est quand même au cœur d'un espace méditerranéen qui est un espace stratégique majeur. C'est à la fois une opportunité pour les États, et notamment les États de l'Union européenne. Nous sommes inscrits dans l'Union européenne, mais c'est aussi un risque potentiel. Et donc, je crois qu'on doit véritablement intégrer cette donne géostratégique, y compris dans notre façon de plaider en faveur d'une autonomie qui nous permette de former nos choix dans un certain nombre de domaines, tout en laissant, bien sûr, la gestion des relations internationales, en tout cas sous l'angle de la conflictualité, à des États ou à des groupes d'États comme l'Union européenne. Merci. Donc, je soumets au vote cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, la motion est adoptée à l'unanimité. Donc, merci. Nous leur ferons parvenir voilà. Bon. Donc, je crois qu'on va suspendre la séance dans l'attente du retour de la commission. Suspension, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Bien. Alors, il semblerait que les échanges entre les différents groupes en CDNAT avec le Conseil exécutif également est abouti à un compromis, un texte de compromis. Donc, il n'en demeure pas moins qu'il faut présenter cette motion. Donc, qui la présente? Véronique pour Corim Front et Véronique Pietri. Merci Madame la Présidente. Oui, donc nous avions déjà fait une question orale sur le sujet. Il s'agit d'un très beau projet structurant de l'acquisition par le Crous d'un ensemble de 80 logements étudiants et dont nous avions demandé l'inscription au PTIC pour une somme pour pouvoir boucler, je dirais, le financement. Alors, dans cette motion, nous avons entre-temps pu réfléchir à comment obtenir un financement qui serait optimisé, c'est-à-dire pour avoir vraiment toutes les possibilités de financement de ce projet. Et donc, bien sûr, je ne lirai pas tous les considérants, mais juste pour préciser qu'il s'agit de demandes au niveau de crédit FEDER, en utilisant la nouvelle mesure relative au logement abordable qui permet donc de financer une opération de ce genre. Et avec l'appui de l'AUE, donc je lirai directement les dispositifs. Donc l'Assemblée de Corse affirme que l'acquisition par le Crous d'une résidence universitaire de 80 logements à Corte constitue un projet structurant répondant à l'urgence sociale du logement étudiant et aux orientations stratégiques de la collectivité de Corse en matière d'enseignement supérieur, d'habitat social, de cohésion territoriale et d'aménagement du territoire. Demande la réalisation d'une étude relative aux performances énergétiques du bâtiment afin de répondre aux critères d'éligibilité des financements FEDER, en s'appuyant notamment sur les dispositifs d'aide de l'AUE, mandate le Conseil exécutif de Corse pour rechercher avec l'ensemble des partenaires du projet, Crous, CNUS, État, Europe, le financement nécessaire à la réalisation de l'opération d'acquisition et de réhabilitation du bâtiment en mobilisant prioritairement les crédits FEDER et, si nécessaire, le PTIC en complément. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Donc, qui souhaite s'exprimer sur cette motion, déjà largement débattue par ailleurs? Donc, on demande son avis à l'exécutif. Favorable, bien sûr, Présidente. Simplement, encore une dernière petite modification sur le titre, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les considérants et sur les dispositifs, et on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire de reprendre le titre, puisque en commission hier, on avait identifié parmi les sources de financement à privilégier le FEDER, alors que la mention initiale de Corim Front visait plutôt le PTIC, et donc peut-être modifier le titre en ne faisant plus référence à l'inscription au PTIC, mais plutôt motion visant au financement d'une acquisition par le Crous de 80 logements, tout simplement. Hein. Mais pour le reste, bien sûr qu'on est tout à fait favorable à l'ensemble des dispositifs prévus dans cette motion et remercier bien sûr l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail, que ce soit au niveau des groupes ou du Crous, puisqu'on a reçu hier le directeur et qui nous a pu nous exposer l'ensemble de son projet qui, à mon avis, est très important pour la ville de Corte et surtout pour les étudiants. Bien, donc nous avons un amendement oral qui vise le titre, donc qui est contre l'amendement, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour, donc désormais la motion s'intitule « Motion visant au financement pour l'acquisition par le Crous de 80 logements étudiants à Corte ». Et là, nous sommes bien évidemment très heureux de cela. Je soumets donc la motion ainsi amendée. Madame la Présidente, s'il vous plaît, on voudrait s'associer le groupe FAPO pour une scène. Alors, association
de notre groupe. Oui, plus avancem. Merci. Bien, donc, qui est contre la motion? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Tout le monde est pour. Donc, la motion est adoptée à l'unanimité. Nous n'avons plus qu'à espérer une inauguration rapide. J'espère. Voilà, en tout cas, c'est bien. C'est très bien. Je suis très contente. Parfait. Alors, juste un petit point. Nous nous retrouverons en format plénier après les résultats des élections municipales. Donc, d'ailleurs, bel ou bog, hein. Il n'en demeure pas moins que nous continuons à travailler les uns et les autres et que nous aurons des commissions permanentes. Au moins une, probablement deux. Voilà, oui. Les commissions thématiques, oui, ça peut, il doit y en avoir s'il y a des dossiers de CP qui doivent passer en commission au préalable, bien sûr. D'accord? Non, on va voir. Oui, oui, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. On se tient au courant. De toute manière, je vous tiens au courant. Allez, bonne campagne à tutti, hein?